Voilà, mesdames, messieurs, mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons pouvoir débuter nos travaux avec un ordre du jour qui appelle au point numéro 1 le compte-rendu des décisions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Le point numéro 2, c'est le règlement interne. Parce que oui, et je vais vous le dire, on connaît, on l'a fait exprès. À 20h, on fait. Il faut être à l'heure. C'était avant 20h. Bon, dites-nous, le point numéro 1, vous avez des questions? Oui, monsieur le maire. Oui. Le conseil municipal, vous avez invité à projet sur un point des actes. Il a promis une réponse. Oui. Il a dit je serai content. Et j'ai pas eu la réponse. C'est quoi la question? Sur un compte qui est fait à la commune. Et alors, pourquoi vous n'avez pas répondu à M. Augustin? Parce qu'on a oublié. Voilà, donc il faut répondre sur le C'est embêtant parce que vous m'aviez promis, monsieur le maire, et vous ne tenez pas vos promesses, je suis pas content. Mais je comprends, mais je bats ma coupe, je suis responsable de mon administration, c'est passé à travers les mailles du filet. Donc je vous répondrai 2 fois. Donc aujourd'hui, vous pouvez poser une deuxième question. Non mais, pourquoi ça va commencer un don? C'était un don de 1000 €. Et vous vouliez savoir qui avait fait un don? C'était que ce nom, de quoi il s'agissait, c'est pas très courant dans notre commune, donc c'est aussi des choses à mettre en valeur. Hélas. Très bien, pas d'autres questions sur le don. Donc vous répondez à M. Augustin sur le don, c'est pas bien de ne pas répondre aux questions, et surtout quand c'est M. Augustin qui les pose. Est-ce qu'il y a d'autres questions cette fois sur les... Non, pas d'autres questions, c'est bien. Point numéro 2, c'est le règlement sur la restauration scolaire, Madame Boucher. Oui, monsieur le maire, donc il s'agit d'apporter quelques modifications au règlement intérieur de la restauration scolaire. Donc ces modifications ont été apportées lors de la commission scolaire du 27 mars dernier. Voilà, donc chaque année on essaie de toiletter un petit peu ce règlement pour répondre aux besoins des services, aux besoins des familles. Voilà, donc là c'est pour ça qu'on a décidé de modifier le règlement concernant les PAI, donc ce sont les plans d'accueil individualisés, ce sont notamment les enfants qui sont atteints d'allergies. Donc, et si ces PAI ne sont pas complets, donc on se réserve le droit de ne pas accueillir les enfants pour des questions notamment de sécurité. Le coefficient familial donc, est valable une année. Le service scolaire effectivement doit être aussi informé par écrit de toutes les sorties entre 11h30 et 13h30. Voilà, et puis voilà les principales modifications que l'on vous propose d'approuver à compter, qui seront mises en place à compter de la rentrée scolaire 2018. Merci. Des questions? Pas de questions? Pas d'opposition ni d'abstention? Je vous remercie. Point numéro 3, c'est la création du comité technique commun, commune et centre communal d'action sociale. On peut avoir un seul comité technique si on le décide, et je vous propose de n'avoir qu'un seul comité technique. Personne ne s'y oppose, pas d'abstention. Le point numéro 4, c'est la même chose, mais cette fois avec le comité d'hygiène et de sécurité. On n'en aura qu'un seul, pas deux, pas un pour le CCAS et même pour la commune. Même vote? Même vote. Le point numéro 5, il s'agit de fixer le nombre des représentants du personnel au comité technique et la vision du recueil de l'avis des représentants des collectivités. Et, je vous propose de reconduire la situation précédente, 4 élus et 4 membres du personnel. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Le point numéro 6, la garantie d'emprunt, Claude-Emmanuel Duchemin. Oui, c'est le genre de délibération qu'on a relativement souvent, c'est des garanties d'emprunt pour les logements sociaux, donc voilà. Très bien, des questions sur les garanties? Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention. Le point numéro 7, c'est un accord cadre à bon de commande pour l'acquisition de fournitures scolaires et de matériel de travaux manuels. Donc on a un marché à commande qui arrive à échéance. On vous propose de repartir sur un accord cadre, c'est un peu la même chose, il n'y a pas de différence significative. Pour le lot numéro 1, papeterie, 35 000 € et de montant maximum, et pour les travaux manuels, 30 000 €. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Pour le point numéro 8, c'est toujours un accord cadre, mais cette fois nous sommes sur les travaux de carrelage dans les différents bâtiments communaux. Et alors, ce sont les prix de la fourniture et la mise en œuvre. Par exemple, un siphon pour le sol,
à 36,77 €, des travaux de percement, etc. Comment? Hors taxe. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tel n'est pas le cas. Je vous remercie. Le point numéro 9. Cette fois, c'est un marché de fournitures alimentaires. Alors là, nous avons une société d'Avigel qui a été absorbée par la société BRAC, ou BREC, et il nous faut donc voter le changement de nom du titulaire du marché. Tout ça, ça passe par une délibération au conseil municipal, laquelle est envoyée à monsieur le préfet, qui fait travailler un fonctionnaire 2 heures pour changer de nom. C'est la France. Et ça passe en commission d'appel. Pas d'opposition ni d'abstention, tout le monde est d'accord pour que disparaisse la société d'Avigel au profit de la société BRAC ou BREC. Je ne suis pas parfaitement bilingue. Le point numéro 10, comment? BREC. Merci. Monsieur Buret, votre vigilance. Point numéro 10, c'est la mise à jour des tableaux procédure achat. Madame Baud. Allez-y, Madame Baud. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une modification pour la procédure d'achat. Donc, depuis le 1er janvier 2018, les seuils ont été modifiés. Donc, maintenant, alors, 209 000 € à 221 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et de services, et 5 225 000 € à 5 548 000 € pour les marchés de travaux, pour les contrats de concession. Donc, vous avez le tableau qui est joint et qui résume toute la procédure à suivre selon le seuil des marchés publics. Très bien, des questions? Non, pas de questions, ça a été vu et revu en commission, tout ça. Merci. Pas d'opposition ni d'abstention, la délibération est adoptée. Le point numéro 11, compte de gestion 2017, budget principal de la commune et budget annexe, Claude Emmanuel Duchemin qui a... Oui, sur tous les points suivants, je propose qu'on fasse le vote global après. Et donc je vais faire une petite présentation. Attendez d'abord, question de procédure. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un vote global ou vous voulez voter délibération par délibération? On va faire délibération par délibération. Délibération par délibération. Donc on commence par la 11, compte de gestion 2017. Alors, juste avant ma présentation, sur le compte de gestion, c'est simplement donc le fait que la commune, donc le compte administratif de la commune est en liaison avec le compte qui a été vu par le trésorier public. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas d'opposition et d'abstention. Si. sur le numéro 11, non. Sur le numéro 11, non. Donc, on passe au 12. Pas d'opposition du tout, non, puisque... Très bien. Le 12, alors, sur le 12, c'est Claude Emmanuel Duchemin, c'est le budget principal et c'est le compte administratif. Voilà. Donc là, je vais faire la présentation. Donc, en quelques mots sur le compte administratif 2017. Tout d'abord, je voulais vous présenter juste une petite image pour que vous compreniez très bien comment les budgets Adivon fonctionnent. Comme on a un budget principal et des budgets annexes, il faut comprendre que sur le budget principal rentrent des recettes au niveau du fonctionnement et au niveau de l'investissement. Et ensuite, parce que l'on a des budgets annexes, le budget principal va abonder de sa partie fonctionnement vers les budgets annexes qui eux-mêmes ont un compte de fonctionnement et d'investissement. C'est-à-dire, pour être clair, si on veut chercher l'investissement de la commune globale, il faut non seulement prendre l'investissement qui est sur le budget principal, mais aussi les investissements qui sont sur le budget annexe. De l'autre côté, notre budget principal au niveau du fonctionnement, il y a une partie du fonctionnement qui est donc dédiée à de l'investissement au travers des budgets annexes. Donc ça fausse un petit peu, si on ne prend que les chiffres du budget principal, ça fausse un petit peu la réalité des choses. Voilà. Donc si on regarde le compte administratif 2017, d'un point de vue bilan, on a des recettes réelles de fonctionnement en 2017 qui sont en hausse de 15% à hauteur de à peu près 22 millions. Alors cela est dû en partie par la hausse de la fiscalité, qui était donc une décision de l'année dernière pour faire face
aux diminutions des recettes de l'État. Et on notera aussi un bon résultat du produit des jeux ainsi que d'autres recettes comme les droits de mutation. Au niveau de l'investissement global, donc tout budget confondu, est à hauteur de plus de 3 millions d'euros. Il faut noter que dans ces 3 millions, en plus de ces 3 millions d'euros, il y a 1,2 million d'euros qui sont des restes à réaliser, c'est-à-dire des opérations qui ont été commencées physiquement sur 2017, mais qui ne sont pas terminées, et donc qui sont terminées et payées en partie sur 2018, et ainsi que 0,7 million d'euros de report, c'est-à-dire des opérations qui n'ont pas pu, pour des raisons différentes, se faire sur 2017, mais qui seront faites sur 2018. La seule chose aussi à noter, c'est qu'on a eu un décalage sur le budget de la Maison de la Santé, puisqu'on avait prévu des recettes et en face des dépenses, mais que comme ces recettes ne sont pas venues, ces dépenses ne sont pas bien sûr engagées, et elles seront donc réalisées à partir du moment où la Maison de la Santé, qui avait pris un peu de retard, aujourd'hui sera livrée, et à partir du moment où elle sera livrée, nous aurons les recettes, et de l'autre côté, nous aurons les dépenses en face. Si on passe sur donc, les dépenses de fonctionnement, elles, ont été maîtrisées avec une augmentation de 2%. Il faut le comparer avec d'autres collectivités. Généralement, on est plutôt sur une augmentation de 5% des dépenses de fonctionnement. On a à noter la baisse des charges courantes, c'est-à-dire vraiment là où on peut faire des efforts sur la rationalisation de nos dépenses. En revanche, on notera forcément l'augmentation des contributions de solidarité, c'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier à Divonne, c'est qu'à partir du moment où on commence à monter le budget, on est déjà en négatif, puisqu'on donne plus, on redonne plus à l'extérieur que ce que l'État nous donne. On est à plus de 1,6 million de dépenses déjà en négatif au début de l'année. On a maintenu un haut niveau de service à la population et on a diminué la dette à 18 millions. C'est près de 10 millions de moins que ce qu'on avait au début de la mandature. Je rappelle que même on avait entendu le chiffre de 36 millions, finalement on a diminué, si ça avait été 36 millions, on a diminué la dette de moitié en moins de 3 ans. Si on regarde un petit peu les ratios, les ratios, sur l'épargne brute, on est à 3,7 millions d'euros. Sur l'épargne nette, on est à 2,5 millions d'euros. Donc tout ça, ça nous permet largement de rembourser nos emprunts. Et on a une capacité d'endettement qui est très bonne, à moins de 5 ans. De désendettement, oui, pardon. Voilà. Donc en conclusion, ce sont des promesses tenues par rapport à ce qu'on avait prévu. On a toujours ce maintien du haut niveau de service à la population. On a notre désendettement. Et on continue d'investir massivement. Sincèrement, ce n'est pas le cas de la plupart des communes en France qui ont tari leur investissement. Ils n'investissent plus rien. Et aujourd'hui, on continue d'investir et on a 2 projets qui sont phares parce que ça sera des recettes que l'on aura demain à Divonne. Il ne faut plus compter sur l'État, il faut compter sur nous-mêmes. C'est l'embouteillage de l'eau, c'est le centre aqualudique et thermal, et bien sûr tous les autres investissements qu'on continue à faire au service des Divonnais. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce compte administratif? Oui, Madame Céline. J'ai quelques questions pour Emmanuel. Donc, quand tu dis qu'il y a un excédent de 3,5 millions, c'est notre capacité de financement ou pas? L'excédent de 3,5 millions, ensuite il faut donc enlever les restes à réaliser de cet excédent de 3,5 millions, d'accord, puisqu'on reporte en fait ce qui n'a pas été physiquement payé sur 2017, sur 2018, on remet aussi les reports. Donc ce qui nous fait un résultat à peu près global de 2,2 millions, pardon. Et sur ces 2,2 millions, c'est 2,2 millions que l'on a à notre disposition pour investir sur 2018. D'accord.
Et par rapport à tous les projets qui sont dans la liste pour le futur de Divonne, avoir 2,2 millions, c'est quelque chose qui est tout à fait, je dis ça entre guillemets, pour réaliser une maison des associations, parce que je ne l'ai pas vu, je crois, dans ta slide, le centre aqualudique, la salle des fêtes de l'hippodrome, la maison de santé, tout ce qui reste aussi à payer sur les parts. Moi, je trouve que 2,2 millions par rapport à tout ça, c'est peut-être pas assez. Alors, aujourd'hui c'est 2,2 millions, c'est 2,2 millions donc par an, enfin c'est à peu près ça, donc on peut avoir sur le reste de la mandature et sur le futur, sur lesquels s'abondera les recettes sur les deux que j'ai présentés qui sont des sources de financement à terme de Divonne. Le reste des projets sont en train d'être menés en parallèle, donc c'est à nous d'investir sur nos priorités. Donc bien sûr, le village des associations, la salle de l'hippodrome, mais aujourd'hui, on n'a pas encore affecté, on va affecter ce résultat, grosso modo, au budget de fonctionnement. Et après, à partir de là, ça nous permet de l'affecter là où on veut, sur les investissements que l'on décide en exécutif. Non, mais je pense que ce qu'il faut bien expliquer, parce que parfois on se demande si on parle le français. Et la maison de santé, elle ne nous coûte pas, elle nous rapporte. On était propriétaire du terrain, on dit à Semcola de construire, Semcola nous donne 1000 m² et nous donne une soute. Donc il n'y a pas de financement à apporter à la maison de santé. Ensuite, le quartier de la gare, on autorise des constructions, il n'y a pas de participation communale au quartier de la gare, il y a une participation en fonctionnement, c'est l'accompagnement de ce que nous faisons sur le dossier. C'est ça qu'il faut répondre. Parce que quand vous dites aux Divonnais, est-ce que vous allez pouvoir financer la maison de santé ? La maison de santé, quand les gens regardent, ils disent « là, cette construction est absolument énorme ». Mais comme on est propriétaire du terrain, on nous paye pour la faire. Et puis ensuite, vous allez sur la salle des fêtes de l'hippodrome, sur la salle de l'hippodrome. Je rappelle que sur la salle de l'hippodrome, ça ne sera pas une charge exclusivement communale. D'abord, je remercie Véronique Gaulle parce qu'elle a obtenu des subventions significatives, et de la région et du département, et il y aura un loyer qui sera payé par exploitant. Donc, il faut remettre ça à juste proportion. Et puis, dernier dossier, on dit voilà, mais il y a aux alentours de 50 millions d'investissements sur la piscine, sur l'établissement thermal, etc. C'est pour ça qu'on fait une concession. C'est-à-dire qu'on demande à une société privée d'investir et d'amortir ces investissements sur le fonctionnement. Comme aujourd'hui, la société, la compagnie européenne des bains, elle fonctionne sans qu'on la finance. Elle utilise notre établissement thermal, elle nous paye même un loyer. Donc attention, les mots ont un sens. Quand on dit mais il y a un plan d'investissement, oui, il y a un plan d'investissement. Mais que l'on ne dise pas que ce plan d'investissement, il est financé exclusivement par la commune. Voilà. Claude-Emmanuel Duchemin, pour la suite. Monsieur le maire, dans la mesure où j'ai posé une question, peut-être ce serait aussi bien que on puisse aussi se regarder quand vous répondez, parce que là c'est assez vexant pour moi de poser une question qui n'est pas une question dans l'ironie comme vous savez faire, qui est une question parce que vous avez remarqué que Jean Di Stefano n'est pas là, que j'essaie de m'intéresser avec mes mots, mon vocabulaire. Mais je vous regarderai dans les détails, mais je répondais à Claude-Emmanuel Duchemin qui est assez vexant quand vous posez une question à quelqu'un. D'accord, on va vous regarder, très bien. Sauf à la personne qui s'adresse une question. Non, mais je répondais à Claude-Emmanuel Duchemin qui a fait la réponse et qui n'a pas répondu complètement sur ce que je crois important comme élément de réponse. Mais si vous voulez que je réponde à vous, je réponds à vous. Claude-Emmanuel Duchemin, non, mais attendez, Claude-Emmanuel Duchemin a fait une réponse, et c'est une très très bonne réponse. Mais, attendez, Claude-Emmanuel Duchemin a fait une réponse, une très très bonne réponse. Je pense qu'il a oublié un point qui est important, que vous utilisez politiquement en expliquant que la commune va investir plus de 100 millions dans les années qui viennent, et qu'on ne sait pas comment faire, c'est votre droit d'expliquer comme ça. Donc je réponds à Claude-Emmanuel Duchemin, que dans sa réponse, il faut qu'il aille beaucoup plus loin sur le fond. C'est-à-dire qu'il explique que quand vous dites et quand vous répondez, en disant c'est incroyable, les investissements sont énormes, c'est pas nous qui allons les payer. Mais je rappelle que j'ai eu un problème avec Jean Di Stefano, à qui j'ai expliqué, ou j'ai tenté d'expliquer, par exemple, qu'on allait construire sur un terrain privé, qui est le domaine privé de la commune, et que c'est une société privée qui allait construire sur ce terrain privé de la commune, et qu'on ne pouvait pas nous imputer la totalité de la dépense. Mais on n'est pas d'accord, ce qui n'est pas grave. Voilà.
Alors, ensuite, pardon, c'est à vous, Madame Sylvie Gonzalez. Par rapport à l'explication de M. Duchemin qui dit que ce sont les recettes futures de la commune, ce ne sont pas des recettes de la commune, puisque c'est un exploitant privé qui va exploiter le centre nautique. Alors, les recettes... On a bien entendu l'explication d'Emmanuel Duchemin, il s'agissait d'investir pour construire les recettes futures de la commune. L'embouteillage, on sait ce qu'il en est, puisqu'il y aura une redevance de la commune sur l'eau. Sur le centre nautique, les bénéfices iront à l'exploitant privé, la commune paiera sa part sur la partie publique des installations. Alors, je ne veux pas répondre à la place de Claude-Emmanuel Duchemin, mais là aussi, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Il y a des recettes qui retombent sur la commune. Évidemment, il y a notamment une taxe de séjour. Cette année, on a une 30% d'augmentation de la fréquentation de curistes. C'est 30 personnes qui vont y résider 21 jours. C'est des gens qui vont donc payer une taxe de séjour. Et j'imagine que c'est ce que disait Claude-Emmanuel Duchemin. Deuxièmement, vous allez avoir des constructions immobilières. Donc ces constructions immobilières, elles vont générer un impôt foncier et la commune va bénéficier de cet impôt foncier. Et troisièmement, vous allez avoir des hôteliers qui vont s'installer parce qu'il y a une activité économique, pour les familles, pour les curistes, etc. Ça va être de la capacité hôtelière, donc ça va être de l'activité, et l'activité économique, elle génère un résultat pour la commune. C'est ça la question. Ça, c'est la question. L'autre point, c'est effectivement lorsque la collectivité construit une maison de santé avec des logements, par exemple, la collectivité prend en charge les infrastructures, par exemple les classes d'école qui vont avec ces logements. Quand on parle du quartier de la gare, le quartier de la gare rapporte, mais les infrastructures sont à la charge de la commune. Donc le bilan, il n'est pas aussi clair que ce que vous présentez à Anne-Valérie Sédy en disant, de toute façon, les investissements ne sont pas à la charge de la commune. Les investissements directs ne sont pas toujours à la charge de la commune. Il y a une partie des investissements, en tout cas indirects, en infrastructure qui sont à la charge de la commune. Quand on doit augmenter le nombre de policiers municipaux, le nombre d'ADSEM dans les écoles, un certain nombre de choses comme ça vient bien sur le budget de la commune. Donc il y a quand même une conséquence directe sur le budget de la commune. Alors c'est pour ça qu'il faut bien employer les termes exacts en matière de finances, les termes précis. Vous avez deux concepts. Vous avez une question qui relève de l'investissement direct et vous avez les dépenses qui sont indirectes. La question qui a été posée par Mme Sédy, c'était sur les investissements directs. Je crois qu'on a répondu. Et puis après, il y a les dépenses indirectes. Oui, vous avez raison. Quand vous avez quelqu'un qui vient s'installer à Divol, eh bien, il a droit à la sécurité, il met ses enfants dans les écoles. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il paye une taxe d'habitation, il est dans un immeuble qui paye une taxe foncière. Soit lui, s'il est propriétaire, soit son propriétaire, s'il est locataire. Et quand vous regardez sur les 400 appartements qui vont être installés sur le quartier de la gare, vous allez avoir une recette, faites le calcul, on regarde la recette moyenne sur la taxe d'habitation qui est, je crois, de 1200 € maintenant par appartement, à peu près. Ouais, disons 500 000 € de recette. Et puis vous allez avoir le foncier bâti, qui va vous rapporter 500, 600 000 €. Et puis vous allez avoir des activités commerciales, elles s'exercent dans des immeubles. Et les propriétaires de ces immeubles vont payer des recettes je suis désolé d'enfoncer avec une énergie folle des portes ouvertes, mais un commerçant qui s'installe dans un immeuble, le propriétaire, ou lui, s'il est propriétaire, ben, il paye une taxe foncière, voilà, etc., etc. Notre seul problème, c'est que la taxe économique qui payait jadis, qui revenait à la commune, maintenant revient à la communauté de communes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai voté contre à la communauté de communes. J'aurais aimé qu'on me dise d'abord, avant de transférer la recette, qu'on me dise qu'elle est en faire à la communauté de communes. Ça n'a pas été fait, bon, c'est comme ça. J'espère qu'un jour, elle nous restituera une partie de la croissance. Je ne désespère pas qu'un jour nous l'obtenions, ça. Hein. Voilà, donc, mais les recettes, elles sont là, monsieur Augustin. C'est ça que je voulais dire. Alors, à présent, combien d'écoles, etc. Je rappelle une chose, c'est que, je crois que c'est vous qui l'aviez dit à l'époque. Vous avez dit, mais dans cette mandature, comme ça construit beaucoup, on va être obligé de construire une école, ou construire des classes. On va terminer cette année avec 4 classes d'avance. L'année prochaine, il n'y a pas d'ouverture. Donc, sur 2019, vous aurez toujours 4 classes en réserve. Sur 2020, je ne sais pas, mais s'ils sont construits, ils sont construits avec une. Donc pour la mandature suivante, où vous serez, je vous le souhaite, et si c'est votre espérance et votre désiderata, vous aurez 3 classes d'avance au début de la mandature. C'est-à-dire que les 3 premières années, vous n'aurez pas à construire d'école. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous nous avez beaucoup reproché d'avoir de la dette. Mais la dette... Attends, non, vous ne l'avez pas reproché. Vous n'avez pas reproché. La dette, ça veut dire quoi? C'est que vous avez des actifs en face de la dette. Et quand vous avez 4 ou 5 classes d'avance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous augmentez vos recettes parce que vous avez des gens qui s'installent et vous n'avez pas la dépense en face uniquement sur l'école. Voilà. Je le dis entre parenthèses. Le bilan que vous faites de la première partie de la mandature est un bilan effectivement avec des classes d'avance, puisqu'il y avait une école importante qui a été financée par la commune au préalable.
et qui correspond aussi à on va dire, un tassement. De construire à Tire-Larigot. Et vous reconnaîtrez à cet exécutif d'avoir présenté à la communauté de communes un plan d'occupation des sols qui nous permet de passer de 750 hectares constructibles en 1991 à 350 hectares constructibles quand on aura terminé l'actuel PLU. Voilà. C'est pas rien de supprimer plus de la moitié des espaces constructibles. Avec dans l'opinion des choses absolument extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez en centre-ville des familles qui étaient propriétaires d'une maison avec un jardin, 2000 m², qui pour des raisons qui leur appartiennent, qui sont des raisons financières, ont vendu un promoteur, ont construit 40 ou 50 appartements, et qui, après, c'est quand même extraordinaire, ont construit beaucoup trop à Divonne. Ça, je l'ai entendu et je l'ai réentendu. Donc là, on va être d'accord, monsieur Augustin, c'est qu'il faut mettre de la cohérence dans la politique d'urbanisme de la ville au service d'une politique financière. C'est d'ailleurs pour ça, et M. Di Stefano n'est pas là ce soir, mais c'est d'ailleurs pour ça que ce que nous aurions souhaité dans nos débats sur le budget, c'est que ce ne soient pas des débats comptables, c'est que ce soit des débats financiers. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, non, M. Augustin, j'essaye de m'expliquer jusqu'au bout. Les recettes communales dont vous parlez, taxes d'habitation et taxes foncières, c'est le fruit d'une politique foncière, mais c'est aussi le fruit d'une politique d'urbanisme. Il faut lier les deux choses, y compris dans un débat budgétaire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je reconnais que dans le large esprit démocratique qu'est le nôtre, puisqu'on vous a fait président de la commission d'urbanisme, vous êtes président. Oui, mais je n'y viens pas parce que je m'éclipse devant le génie, donc je me laisse la place. Le génie de Vincent Scatolin, Le vôtre, monsieur, je m'éclipse. Et je trouve que vous faites parfaitement bien le travail, je vous le dis, même les journalistes peuvent le dire. Moi j'aime bien dire du bien de tout le monde, donc notez-le. Et ce soir, j'ai envie de dire du bien de votre politique d'urbanisme. Mais ce que je veux dire, c'est que, d'ailleurs c'est une expression démocratique, vous êtes le seul opposant dans toutes les communes du département de l'Ain à occuper le poste de président, ou de premier vice-président, mais effectivement président d'une commission d'urbanisme. Donc quand je lis dans le journal que vous dites, mais il y a un problème de démocratie à Divonne, vous êtes l'expression même d'un esprit de tolérance, d'ouverture et de démocratie qui vous a fait roi de la commission d'urbanisme et qui vous permet de peser, d'exister sur les dossiers, ce qui est, je le redis, une très très bonne chose. Mais je referme la parenthèse. Je termine juste là-dessus. Essayons d'avoir un débat qui est un débat de bon niveau. Hein, de bon niveau. Pas un débat comptable, un débat vraiment financier, et vous l'avez très bien introduit. Vous savez qu'il y a eu une inflexion dans la mandature, dans votre position politique, puisqu'il y a eu un avant et un après, et que vous nous avez, depuis quelques conseils municipaux, infligé une vision de la démocratie qui était assez réductrice. Donc effectivement, moi je me suis impliqué, on l'a fait, je dirais qu'on était dans un esprit positif pour... continuer comme ça. Et on s'est opposé à un mur parfois dans nos discussions autour de cette table. Je tiens à le relever aussi, puisque j'ai une plutôt bonne nouvelle. Vous savez, la vie d'opposant, vous avez été dans cette position est parfois difficile. Nous avons appris hier que l'association qui devait s'occuper de la communication avait été mise de côté au profit d'une autre forme juridique plus pérenne, pas du tout. Non, pas du tout. On a décidé de créer une association. Pourquoi on crée une association? Parce que l'association vous permet en 24 heures de créer une structure nouvelle au service du développement touristique. Vous venez au conseil municipal et vous dites c'est une gestion de fait. Vous avez raison. C'est des fonds publics à l'office du tourisme, des fonds publics de la commune. Vous avez raison. Mais on crée quand même l'association. L'association, elle existe. C'est une association de fait. C'est qu'en droit français, la particularité, c'est que vous n'êtes pas obligé de déposer des statuts d'association. Le seul avantage de les déposer, c'est que ça vous permet de recevoir des dons. Donc là, c'est pas utile. Donc l'association, elle existe de fait. Elle fonctionne, vous avez la nouvelle structure qui est en place, l'office du tourisme réalisé. On a fait tout ça en 15 jours. Si on avait créé un EPIC, il aurait fallu attendre l'année prochaine. Donc quand c'est comme ça, monsieur Augustin, on crée l'association, elle met en place le dispositif, et puis ensuite, tranquillement, vous le transformez en EPIC. Alors, ce qui peut arriver, c'est que vous avez un esprit malveillant qui peut dire, bah, peut-être, ils sont en gestion de fait, et qui écrit au procureur de la République. Je ne sais pas si vous l'avez fait, je ne sais pas si vous avez écrit à la Cour des comptes, je ne sais rien. Ça peut arriver. Quelle intention? Moi je dis que je ne suis pas pour mettre des bâtons dans les roues, que ce soit là parce que vous pensez que j'ai écrit au procureur de la République pour dénoncer la gestion faite de la commune. Ah mais vous pourriez le faire, je vous dis pas de le faire, je dis que vous pourriez le faire. Ça pourrait être logique. Je vous dis que vous auriez pu le faire. Et à ce moment-là, on est prêt
Et on a préparé une argumentation. C'est-à-dire à ce moment-là, on dit, mais c'est transitoire, et on crée un équilibre. Voilà. Et si vous écoutiez de temps en temps, et si vous nous créditiez de la bonne foi, eh ben, vous auriez compris ce qu'on a fait, et qui me paraît, moi, saillant, qui se fait beaucoup, qui se fait partout, et qui va vous permettre, dès cette année, de faire fonctionner un office. Alors après, il va y avoir une transformation. D'ailleurs, ça il y aura une nouvelle élection. L'office du tourisme sera dissous, vous aurez une nouvelle élection, un nouveau bureau et de nouveaux représentants de la commune. J'allais vous féliciter d'avoir changé votre point de vue sur ce sujet, parce qu'avec les imbéciles, ils ne changent pas d'avis. Donc d'avoir changé la forme juridique pour adopter une forme juridique plus sûre pour la commune, ça me paraissait important. Donc si ce n'est pas le cas, je retirerai mes félicitations pour l'intégration. Maintenez-les, ça nous fait plaisir. Maintenez-les, ça nous fait plaisir. Non, je vais les retirer parce que c'était pas ça. Il y avait une association qui a été créée. Moi, j'ai bien écouté les explications qu'on nous donnait en disant qu'il y avait un contact avec nos conseils juridiques. Alors, on ne va pas rentrer puisque c'est des choses qui sont des réunions de travail. On va pas les déballer ce soir, mais je suis content en tout cas qu'on revienne vers une forme juridique plus pérenne pour la commune parce que ça me semble important. Qu'on ne prenne pas de risques et qu'on ne fasse pas de prendre de risques aux élus qui siègent dans ces associations. Et qu'on ait aussi une gestion de cette partie communication et du tourisme de la commune un peu plus démocratique, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions à deux. C'était aussi une de mes préoccupations. Alors quand je dis qu'il n'y a pas des problèmes de démocratie, oui, je crois qu'il y en a. Peut-être pas dans la commission urbanisme, puisque c'était votre propos, mais en tout cas, c'était aussi une autre partie de la mandature lorsque vous m'avez fait vice-président de cette commission. Très bien, mais on est très heureux, et je le redis, quand on crée l'association, on sait qu'on va créer un établissement qui nous soustrait à la gestion de fait. C'est pas les explications qu'on a eues quand j'ai posé les questions, que ce soit ici. Ah mais monsieur Augustin, on ne va pas vous dire en séance du conseil et faire acter dans les procès-verbaux qu'on est en gestion de fait. Enfin, réfléchissez 2 minutes. Voilà. Je réfléchis pas sûr que vous réfléchissez. voire 3 minutes, et les explications que j'ai eues étaient plutôt floues et des silences coupables plutôt que des choses qui étaient construites pour un point d'avenir. Mais je vous félicite d'avoir rebondi comme ça et de pouvoir repartir en ayant trouvé une explication à cette période et cette construction d'association qui était moins hasardeuse. D'accord. Monsieur Augustin, quand vous voulez aller vite, vous créez une association. C'est le meilleur moyen. Et puis après, vous lui mettez la forme de droit que vous souhaitez, une scène, etc., vous la transformez. Mais quand vous voulez aller vite, c'est ce qu'il faut. Et regardez bien le calendrier. Le calendrier, il correspond à la veille de la saison thermale 2018. Et il fallait qu'en 2018, on sorte de cette situation invraisemblable, où vous aviez communication de la ville, communication de l'office, communication d'un certain nombre d'acteurs du tourisme, complètement éclaté. Et ce que fait Madame Baud, d'ailleurs l'association elle va durer cet été, c'est une association de fête jusqu'à ce qu'on crée les pics. Une fois les pics créés, il y aura des élections, et à ce moment-là, vous serez sur une structure juridique qui vous évitera de pouvoir dire que la commune est en gestion de fête et de faire peser sur la tête du maire et des élus, en espèce de Madame Baud qui ne mérite pas, l'épée de Damoclès du contrôle de la Chambre régionale des comptes. Vous avez protégé Madame Baud, et ça, on vous en sait gré, monsieur Augustin. J'en suis très content, j'ai jamais brandi l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Madame Baud. Parfait. Soyez rassurés. Eh bien, vous voilà rassurés. Alors, ensuite. Excusez-moi, moi je ne reviens pas sur le fond parce que je suis d'accord avec ce qu'on nous a présenté hier. Par contre, sur la forme, donc délibérément, commission tourisme, on nous demande, ça pose le problème à personne. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas informés, puisque M. le maire vient de présenter que c'était toute une stratégie, qui est peut-être, moi je ne remets pas en cause ce qui vient d'être dit. Ça veut dire que depuis 6 mois en commission tourisme, on nous ment les yeux dans les yeux, aussi bien élus de la minorité que de la majorité, à moins que tout le monde soit au courant, mais je ne suis pas sûre. Moi, ça me gêne quand même. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres observations? J'aimerais bien que vous me répondiez. Mais je vous ai répondu, c'est une association. On a créé... ça me va pas. Alors, je vous réponds très clairement. On siège en commission. On a créé... Et on nous ment les yeux dans les yeux. Quand on pose des questions, on nous dit non, c'est ça. Quand il y a des interventions, on nous dit vous avez tort, etc. Hier, on nous annonce quelque chose qui est très certainement le mieux pour cette association. Mais là, ça pose de problème à personne qu'on soit des commissaires à se réunir 3 heures le mardi soir en semaine et on nous mène en bateau et personne ne dit rien. Moi, je suis quand même atterrée de tous les gens autour de la table. On va partager votre... Très bien, on va partager votre atterrement, mais je rappelle, on crée une association. On crée une association pour aller vite, et ensuite on lui met la forme de droit qu'elle mérite. Voilà, pas d'autres questions sur le... On a quitté le budget, là, monsieur Augustin. Pourquoi vous faites déraper, là? Non, c'est à cause de vous, mais c'est pas très Ah non, c'est pas moi qui ai lancé le débat sur l'office du tourisme, là, cette fois. Alors, non, c'est pas moi, hein. Non. Alors, maintenant, c'est Alain Giraud. Sur quoi, monsieur? Pardon. Si je peux juste vous répondre
sur ce point-là. Il était important néanmoins, et par rapport aux échanges qu'on a en commission, de revenir sur la méthode. Si on vient en commission, effectivement, pour prendre acte des décisions que vous avez prises dans votre bureau, effectivement, il vaut mieux qu'on se réunisse le moins souvent possible. Une fois de plus, on est là pour faire avancer la commune. On n'est pas là pour s'opposer stérilement. Si on nous explique les choses, on arrive à les comprendre, en général. Il y a des choses qui sont difficiles à écrire dans le journal. Vous créez une association, et évidemment, elle est en gestion de fait. Vous avez deux outils qui sont des outils qui fonctionnent sur fonds publics. On ne va pas rentrer dans le détail. Et voilà. Il n'y a rien qui sort des commissions qui finissent dans le journal. Il y a ce qui se passe au conseil municipal éventuellement. Et vous êtes exprimé au conseil municipal pour dire que vous n'étiez pas d'accord avec l'association. Voilà. Et c'est pour ça. Une délibération du conseil municipal. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne s'est pas exprimé sur la stratégie. On s'est exprimé sur le fond. Il y a une association, c'est une association de fait. Elle va durer d'ailleurs pendant toute la procédure. Alain Giraud. On a beaucoup passé de temps sur ce topic du tourisme, alors qu'hier soir en commission, on s'est tous félicités du déroulement de la soirée, à part quelques remarques d'Anne Valérie. Mais d'une manière générale, on peut remercier Véronique Baud qui a pris en main ce dossier d'une manière extrêmement ferme et précise, et puis qui nous amène vers un EPIC qui va être extrêmement fonctionnel, et en plus bien coordonné avec la formule de la communauté de communes. Parfait. Très bien. Par contre, j'aurais bien voulu revenir au compte administratif, parce que pour moi... C'est une bonne idée, ça. Ouais, donc, le compte administratif, pour moi, c'est le résultat d'un exercice. Donc, on a parlé tout à l'heure dans la présentation de prospective. Vous nous avez expliqué, monsieur le maire, que dans le futur, les investissements et le fonctionnement de la commune avec l'évolution et les projets qui sont en cours vont nous rapporter plus d'argent. Mais le compte administratif, c'est le résultat de 2017. Et c'est sur ça que je voudrais faire quelques réflexions. Premièrement, je voudrais remercier Jean Di Stefano qui, malgré parfois ses interventions un peu complexes, nous a permis quand même de comprendre, à nous qui sommes de simples conseillers, comment fonctionne le budget d'une commune. C'est extrêmement important. Deuxièmement, remercier et féliciter les services de la commune, parce qu'on a devant nous, et peut-être aussi les élus qui ont travaillé dessus, parce qu'on a devant nous un document qui est quand même très explicite. Donc on a pu travailler et comprendre ce document. Juste une petite remarque, Claude Emmanuel, tout à l'heure, tu nous as présenté un tableau où il y avait un jeu de passe-passe entre le budget général et le budget des annexes. J'aurais bien vu un troisième tableau avec les deux mélangés, comme ça après dans le tableau global où on fait le mélange des deux, on y voit plus clair dans les investissements, les fonctionnements de la commune, parce que même si ce sont des budgets à part qui sont séparés pour être mieux gérés, mieux expliqués, c'est le budget général qui nous intéresse, et c'est le compte administratif général qui nous intéresse en finale quand on le lit ou qu'on l'explique à nos collègues un peu en vitesse, ou en tous les cas à ceux qui n'ont pas le temps de lire des documents aussi complexes. Voilà. Par contre, les remarques que j'aurais à faire, c'est que sur ce compte administratif 2017, ce que j'ai noté, c'est quand même qu'on a un budget en recettes de fonctionnement, on a quand même 5 millions d'euros qui nous viennent des jeux. Et on se satisfait à rappeler que ce budget qui nous vient des jeux reste un budget aléatoire. Premièrement, et deuxièmement, donc on a aussi 2,4 millions de la CSG, et puis on a cette augmentation d'impôt de 2,6 millions qui a permis de boucler ce budget. Donc ça, c'est la réalité du compte administratif. Et évidemment, donc il y a un excédent, vous avez entendu parler d'un excédent de 1,4 million. Il nous a dit Claude Emmanuel qu'on a un excédent de 2,6 millions. Enfin, ça rentre dans des chiffres sur lesquels on ne peut pas tellement échanger, parce que pour nous, ce soir, c'était Jean Di Stefano qui devait présenter les remarques, et il est parti précipitamment pour des obsèques. Mais globalement, on fonctionne quand même sur une grande partie aléatoire, sur une augmentation d'impôts, et à partir de là, on a dégagé une certaine somme d'investissement. Et maintenant, monsieur le maire, vous nous dites-nous-le plus tranquillement, on espère que simplement vous croire et vous comprendre. Dites-nous en détail, expliquez-nous la prospective, comment on va fonctionner dans les années futures avec ces augmentations de recettes
avec l'augmentation de la population, avec l'augmentation des taxes, etc. Mais pour l'instant, sur le compte administratif, la réalité est là, il a fallu augmenter les impôts, les jeux ont comment dire, la recette sur les jeux a augmenté, donc ça nous a bien aidé. Il y a eu des surprises positives, etc. Mais on était quand même en flux assez tendu, assez nerveux, et on est en droit quand même de se poser des questions sur l'avenir. L'avenir étant quand même pas si sûr que présenté. Bien. Tout d'abord sur les recettes aléatoires. Donc, quand on monte notre budget au début de l'année, on minimise nos recettes. C'est-à-dire qu'on ne va pas engager de dépenses sur des choses qui peuvent être aléatoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va prévoir sur le budget du casino, ce qu'on a fait pour le budget 2018, on ne prévoit pas 5 millions. On va prévoir largement en dessous. Donc, ce qui nous permet, justement, c'est tout le jeu budgétaire, de minimiser les recettes et de maximiser les dépenses. Bien. Donc, c'est pris en compte. Le fait qu'on ait une partie donc, de notre compte administratif et de notre résultat qui soit positif, c'est parce qu'on essaye de viser un petit peu en dessous quand on sait que c'est aléatoire. Voilà, ça nous permet d'éviter des mauvaises surprises. Sur les impôts, en fait, les impôts, sur la ligne qu'on lit, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On n'a pas eu, pour des raisons de l'État qui avait mal prévu la prospective des dépenses, on a eu un petit peu moins que ce qu'on prévoyait. Voilà. On est plutôt sur 2,2 millions d'euros. D'accord ? Et maintenant, il ne faut pas oublier, notre augmentation d'impôts, elle est due aux baisses des dotations de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on souhaite continuer à pouvoir investir. On avait largement la capacité de pouvoir augmenter les impôts parce qu'on était plus que largement en dessous de la moyenne nationale, en dessous de la moyenne régionale, en dessous de la moyenne départementale et même en dessous de la moyenne des communes du Pays de Gex. On s'est remis à niveau. D'ailleurs, je le remarque, le bien nous en a pris parce qu'aujourd'hui, toutes les communes qui ne l'ont pas fait l'année dernière, ben aujourd'hui elles sont coincées. Parce que l'État a décidé, depuis l'élection du nouveau président, d'arrêter la taxe d'habitation. L'arrêt de la taxe d'habitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va compenser, c'est pas encore très clair, mais devrait compenser les communes au montant des impôts de 2017. Celles qui n'ont pas augmenté leurs impôts en 2017, elles ne pourront plus l'augmenter sur la taxe d'habitation. Ou alors, si elles le font, elles vont avoir une nouvelle ligne qui va s'appeler impôt communal, sur lequel il y aura la taxe d'habitation. Pas un nouvel impôt, finalement. Donc, je veux dire, on a sécurisé quelque chose sur l'avenir qui était nécessaire. On n'a plus de ressources de l'État. Je veux dire, c'est quand même impressionnant. Et je ne suis pas contre la solidarité territoriale, bien au contraire. Mais quand on commence un budget en négatif, et à plus de 1,6 million d'euros, je veux dire, c'est pas anodin. Déjà, il faut simplement que je comble ce que je donne aux autres. Alors, après, il faut savoir avoir de la mesure par rapport à ça. On est une commune qui a cette chance énorme de pouvoir continuer à investir. Il ne faut pas aller loin, il faut monter juste dans le Jura, il faut descendre dans le budget. À quelques kilomètres dans un sens ou dans l'autre, les communes, elles ne font plus rien. C'est fini. C'est impressionnant. Les maires, ils sont sur des budgets où ils sont en train de chercher 500 euros par-ci, 500 euros par-là. Il n'y a plus rien. Donc, nous, on a la chance de pouvoir continuer. On a la chance d'avoir un casino qui nous rembourse la dette. Le jour où on voit que le casino s'effondre, eh ben on peut très bien ne plus emprunter. C'est ça notre avantage. C'est qu'on a une commune qui est dynamique et qui a des ressources externes. Mais il faut en profiter. Et la chose que l'on souhaite faire avec l'exécutif,
c'est de pérenniser des recettes et d'autres recettes, de se diversifier. Qu'on n'ait pas que le casino, parce qu'on peut être d'accord, il y a un risque. Qu'on n'ait pas que la compensation financière genevoise, parce que oui, il peut y avoir aussi un risque. Qu'on n'ait pas, voilà, on va aller chercher l'eau. On va aller chercher toutes les recettes qu'on peut avoir pour avoir, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à l'État, d'être capable de nous débrouiller tout seul et de continuer à faire le Divonne de 2050 et de faire rayonner cette ville à travers non seulement le Pays de Gex, le département, la région, la France, même le monde avec l'eau. Voilà. Je pense qu'il y a quand même une réponse qui est à donner. Et c'est la 27e année que j'entends ce discours. La 27e année que j'ai une opposition qui dit mais vous vous rendez compte, le casino c'est pas sûr. Et oui, c'est pas sûr. Et c'est la 27e année que j'entends dire oui, mais attendez, la compensation franco-genevoise, demain les Suisses peuvent remettre en cause l'accord 73. Oui, et la compensation genevoise, on peut la remettre. C'est la 27e année que j'entends ça. Donc je vous demande de préparer la 28e. Voilà. C'était mon propos, c'était de préparer la 28e, la 29e et la 30e. Mais c'est pas dit parce que ça a fonctionné pendant 25 ans, ça va fonctionner pendant 28 ans. Mais ça n'en est pas sûr. Mais par contre, merci Emmanuel de ton explication, ça m'a convaincu. Très bien. Alors, ensuite, pas d'autres questions ici? Pardon, si Jean-Christophe Place voulait dire un mot. Oui, juste un mot sur le CA 2017. Moi, je voulais saluer les résultats qui ont été obtenus quand même. Parce qu'il faut quand même rappeler globalement, et ça a été un petit peu évoqué par Emmanuel Duchemin, c'est qu'on avait quand même un certain nombre de défis en début de mandature. On avait une DGF qui était à l'époque à plus de 1,4 million d'euros par an et qui aujourd'hui a 400 000 euros par an. Donc c'est 1 million d'écart. Donc ça, c'est un premier gros défi que l'on devait absorber donc sur les politiques menées par l'État. Nous avons aussi en fait le FPIC qui a augmenté très fortement, je crois de 200 à 450 je crois cette année. Nous avons aussi une part de la compensation franco-genevoise à hauteur de 200 000 euros aussi qui a été enlevée des comptes. Donc c'est des gros défis, on parle de millions là actuellement sur lesquels nous avons dû faire face. Et là, aujourd'hui, on sort avec un résultat d'environ 3 millions. Donc je pense qu'il faut vraiment saluer les politiques qui ont été mises en place. Pendant un certain nombre d'années, effectivement, on a contraint les dépenses, on a pesé assez fortement sur les charges à caractère général, sur essayer de contenir aussi l'augmentation des frais de personnel à un pourcentage très très limité. Alors oui, on essaye, nous, en commission finance, d'aller un petit peu plus loin. On voudrait une organisation encore plus efficiente au niveau des services pour dégager encore plus de marges qui nous permettront de financer les investissements futurs. Mais là, aujourd'hui, on dégage de plus de 2 millions, 3 millions d'euros qui iront vers l'investissement. On a effectivement une dette qui était à 27 millions d'euros, qui couvrait un certain nombre d'investissements et M. le maire les a rappelés. On est maintenant à 18 millions d'euros de dette, soit 10 millions d'euros d'investissement couverts dans cette mandature. Je pense que c'est des énormes défis. On parle de plusieurs millions d'euros là, et je pense qu'il faut saluer le travail des élus, le travail des services, le travail collectif du conseil municipal pour arriver à ce résultat. Alors oui, il faut continuer. Oui, il faut maintenant investir pour l'avenir et construire le Divonne les Bains de demain. Et on est tous, je crois, très volontaires pour œuvrer à ce Divonne les Bains de demain. Voilà. Très bien, merci. Pas d'autres observations Simplement une interrogation, puisque j'ai entendu les propos d'Emmanuel Duchemin sur la taxe d'habitation en particulier. J'avais pourtant vu vos paroles concernant le financement de la dette du quartier de la Gare par la taxe d'habitation. Donc là, on a un souci dans l'équation. Oui, vous aurez une mécanique de compensation qui sera donnée par l'État sur la croissance. Sur la taxe d'habitation 2017. Sur la taxe d'habitation. C'est-à-dire que, très clairement, le discours du président de la République est absolument incompréhensible. Absolument incompréhensible. Il annonce la suppression de la taxe d'habitation. Son ministre de l'Aménagement du Territoire dit mais on va compenser par un nouvel impôt. Le Premier ministre dit surtout pas de nouvel impôt. Monsieur le maire dit si, il y aura un nouvel impôt, j'arrive pas à payer. Il a raison, il est ministre de l'économie. Et à ce moment-là, le président de la République a arrêté, pas de nouvel impôt. Aujourd'hui, on en est là. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu compliqué à suivre. Ensuite,
C'est un peu Non, mais c'est compliqué. surtout pour moi qui ne suis pas habitué de la politique. Parce Non, que c'est moi non plus. Moi non plus. Non, et je ne comprends pas ce que me dit le président de la République. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est brillant, mais je ne comprends pas. Non. C'est la nouvelle politique, monsieur le maire. Exactement. C'est plus comme avant, mais ça va être pire qu'avant. Et donc, on ne sait pas. Puis après, on arrive sur l'impôt sur la fortune. Alors là, on va compenser la taxe d'habitation par un impôt supplémentaire qui s'appelle l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Soit vous avez mis des finances et vous l'avez annoncé, ça ne va pas du tout, parce que l'IFI, il doit compenser les 3,5 milliards de pertes sur l'exonération à la base des valeurs mobilières, sur l'impôt sur la fortune. Ah, il dit, mais moi je les prends. Et on dit, bah oui, mais il faudra que tu prennes ça et la taxe d'habitation. Il dit, mais la taxe d'habitation, ça peut faire 8 milliards. Ah, ça fait 8 milliards. Et à ce moment-là, la ministre de l'Aménagement du Territoire revient dans le jeu. Il dit, mais on va recréer un nouvel impôt. Cette fois, c'est M. le maire qui dit, il s'en est pas question. Donc aujourd'hui, M. Augustin, je suis comme vous, je ne comprends pas, je ne sais pas, et j'attends. D'accord. Donc en tout cas, l'explication qu'on a eue tout à l'heure en disant le financement des infrastructures du quartier de la gare avec la taxe d'habitation des logements qui seront créés, 2018, encore un an, mais 2019, ça ne marche plus. Ah, mais faites confiance au président de la République, il a dit qu'il allait compenser. Non, non, attendez, moi je fais confiance au président de la République. C'est m'occuper de la politique lyonnaise. Mais oui, c'est un gros enjeu. Attends, M. Augustin, c'est le président de la République qui fait la loi de finances. Enfin, je suis désolé. Et alors, à un moment, on lui dit, mais attendez, M. le président de la République, ça pose quand même un problème de supprimer la taxe d'habitation. Et à ce moment-là, je pense que ceux qui l'interrogent reprennent votre excellent propos de tout à l'heure. C'est quand une ville grossit, il y a des enfants, et il faudrait des écoles. À ce moment-là, le président de la République, il n'y a aucun problème. On va faire évoluer la dotation de compensation. À ce moment-là, on dit, comment on veut faire? Et vous avez Mme Gouraud qui arrive, on va créer un nouvel impôt. Puis vous avez M. le maire qui dit, surtout pas, Mme Gouraud, on ne pourra pas créer de nouvel impôt. Donc, je suis comme vous, j'attends. Voilà. Et à force d'attendre, c'est un peu ennuyeux, parce que la loi de finances 2018, elle devrait nous le dire, ça. Et elle ne nous le dit pas. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous, il y a une grosse incertitude. Mais le président de la République répond à votre question. Non, il répond à toutes les questions. Et le président de la République dit, rassurez-vous, si la population grossit, vous aurez une dotation de compensation de taxe d'habitation. Qui va payer? On attend. Voilà, pas d'autres questions? Oui, Pierre Restringer. Le compte administratif montre un excès, tout compris, de grosso modo 2 millions des recettes par rapport aux dépenses. À la limite, sans faire de mauvais esprit, on peut dire qu'on aurait pu se passer de l'augmentation des impôts locaux sur ces 12 derniers mois. Bon, c'est vrai, c'est fait, on a joué la précaution, ça coûte un peu en image à la mairie par rapport à la population lyonnaise. Ben, c'est fait, on ne revient pas dessus. Par contre, ces 2 millions, on les a trouvés en augmentant les impôts locaux. On aurait pu les trouver autrement. On aurait pu emprunter 2 millions à titre de précaution. On a monté les impôts. Est-ce qu'on y a pensé et si oui, pourquoi on a choisi cette solution et pas l'autre? Alors, sur les augmentations de taux, je rappelle qu'on s'est mis au taux de GEX. Et je rappelle que l'engagement électoral que nous avions pris pour le groupe majoritaire, c'était d'assurer une maîtrise de l'impôt. Et quand on a été interrogé, pour nous, la maîtrise, c'est le taux moyen gessien. On était en dessous du taux moyen gessien, maintenant on est au taux moyen gessien. Ça ne tracasse pas tellement. Non, mais je vais quand même... Il y a une question, il y a une réponse qui va un peu au-delà de la question. C'est la démocratie. Et donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le taux moyen des communes gessiennes, il est de la moitié du taux national. Moi, je préside l'association des maires du département de l'Ain et je siège à la commission des finances de l'association nationale des maires. Aujourd'hui, dans les communes d'une strate de l'ordre de 10 000 habitants, qui n'ont pas de casino, qui n'ont pas de compensation, la taxe d'habitation, c'est 2 mois de loyer. Et la taxe foncière, c'est 2 mois de loyer. Si vous allez à Bourg, une taxe d'habitation, c'est 1,7 mois de loyer. Nous, ici, on est dans le Pays de Gex, on est en dessous du mois. Donc, quand on dit maîtrise, voilà ce que ça voulait dire pour nous, maîtrise.
Alors, dernier point, est-ce que ces 2 millions qu'on va affecter à l'investissement, nous aurions pu les faire par emprunt? La commune a 18 millions d'emprunts. Je voudrais dire une chose. J'ai lu dans le journal, on a une voisine à Grilly, actuellement, qui cherche mariage avec une commune voisine. Et quelqu'un, un citoyen, il dit, madame, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé chez la belle du secteur, qui est la commune de Divonne? Elle est riche, c'est une belle commune, pourquoi vous n'êtes pas allé là? Ah, elle dit, parce que la commune est endettée. Genre, je me permets de dire à l'opposition que quand on claironne partout, sans cesse, la ville est endettée, etc., ça a des conséquences. C'est qu'il y a des gens qui y croient. Il ne faut jamais croire à l'opposition. Mais il y a des gens qui y croient. Alors, on dit, mais la ville est endettée. Alors, essayez d'envoyer le message. Pierre Espinger, le 20 avril, les joueurs du casino ont payé l'annuité de dette de Divonne. Et vous avez, à coup de clairon, un certain nombre de personnes que la ville, elle est endettée. Alors c'est vrai que si vous comparez la dette d'une ville de 10 000 habitants, ou la moyenne nationale, avec Divonne, bah, c'est évident, quand on fait de la comptabilité, car vous prenez le logiciel de la Caisse des dépôts, vous mettez vos chiffres, puis vous venez au conseil municipal, et vous récitez ce que vous donne le logiciel de la Caisse des dépôts. Mais vous n'êtes pas dans le vrai. Parce que la comparaison, c'est que les autres communes, elles n'ont pas de casino. La comparaison, c'est que les autres communes, elles n'ont pas de compensation franco-genevoise. Donc, on a 18 millions de dettes. Et très clairement, on sait poser la question. Mais nous nous sommes engagés dans cette mandature à désendetter la ville. C'est la raison pour laquelle je réponds très clairement à la question. Nous avons fait le choix de l'augmentation d'impôts plutôt que de l'augmentation de la dette. Dernier point, ici autour de cette table, moi j'ai souvent entendu dire, mais vous êtes vraiment trop endettés. D'ailleurs, très curieux, c'est que ce sont les banquiers qui nous ont prêté, notamment de la caisse d'épargne, qui nous ont expliqué qu'on est trop endettés. C'est comme ça. On l'a vu il y a 4 ans, ça. Comment? On l'a vu et entendu il y a 4 ans, ça. C'est très curieux. C'est un petit peu comme si un banquier vous prêtait pour votre vie courante. C'est quand même pas bien. Un trop prêté. Bon, c'est une vraie question, ça. Mais on nous a souvent dit, vous êtes trop endettés. C'est la raison pour laquelle on a préféré s'en tenir à notre engagement électoral. Mais pour moi, la ville de Divonne n'est pas trop endettée. On est d'accord. Alors, je ferai peut-être une suggestion. Dans l'endettement, en termes d'endettement bancaire, tel qu'on pratique, il y a une certaine rigidité. On emprunte à 5 ans, à 10 ans, depuis quelques années à taux fixe, parce que le marché est intéressant, mais on n'a aucune souplesse en termes de remboursement anticipé. Donc on ne peut pas adapter notre dette en montant à nos besoins, qui sont des besoins pour ce genre de dette à long terme. Or, c'est dommage que le principal banquier de la municipalité ne soit pas là, mais il existe des formes d'emprunt, de facilité de crédit mise à disposition par les banques, qui combinent à la fois la durée, on ne parle pas de 20 ans, on parle de moyen terme, 2 ans, 3 ans, et la souplesse. Il s'agit d'obtenir de la banque une promesse de mise de fonds à disposition à l'intérieur d'une enveloppe sur laquelle on peut emprunter, rembourser, dans le temps ça s'appelle un revolving credit, je ne sais pas si le terme existe toujours, et on paye une commission d'engagement. Donc on a le meilleur de deux mondes là en termes d'endettement. Je vous en parlais un an plus tôt, si j'avais su, mais c'est pas dans le coup. C'est une suggestion, à mon avis, qu'il faut reprendre un de nos banquiers qui n'est pas le principal. Parce que c'est très mauvais de dépendre trop d'une banque quand on est emprunteur. On a 3 ou 4 emprunteurs, un qui prête bien au-dessus du total, et puis d'autres, 3 ou 4, j'ai oublié le nom,
qui ont des montants modestes. Donc je recommanderais qu'on aille dans cette direction en termes de réflexion et de négociation. Le cas échéant, je suis volontaire pour y participer, puisque... Non, je vais abonder dans le même sens, parce que donc ce sont des... on a déjà utilisé ce genre de choses, puisque les crédits relais sont un petit peu dans ce style. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est absolument une piste à continuer d'explorer. On est bien d'accord. Très bien. Les dispositifs que nous avions, ils nous permettent aussi d'avoir des taux intéressants. On est quasiment à la moyenne du taux national sur l'emprunt. C'est quelque chose qu'on surveille de très très près. La moyenne des taux des prêts aux collectivités territoriales, on est un tout petit peu au-dessus. Mais on est dans la fourchette. Et c'est une des raisons pour lesquelles on avait choisi ce mode de financement. Mais il y en a d'autres qu'il faut examiner. On l'a fait d'ailleurs dans les années antérieures. Elle n'était pas à hauteur des 18, elle était à hauteur de 2 ou 3 pour faire face à quelques emprunts. Une remarque, à titre tout à fait personnel, la comparaison de notre commune, qui fait partie d'une strate, auprès de je ne sais pas quelle administration, la Caisse des dépôts, et que l'on compare souvent à d'autres communes qui ne sont pas semblables à notre commune. Elles peuvent avoir un casino, elles ont pas une floraison de péage, elles ont... c'est pas une ville de touristes, c'est une ville... Bon, on se place sur la population et sur quelques critères. Pour moi, ça ne vaut pas un coup. En termes de juste d'argumentation de nos finances, que ce soit en bien ou en mal, je trouve que c'est erreur. Moi, j'explique ça depuis 4 ans à l'envie, en disant arrêtez de vous comparer à des communes qui n'ont aucun point de comparaison avec l'IVA. Elles n'ont pas de casino, elles n'ont pas de CFG, elles ne sont pas touristiques, donc elles n'ont pas les recettes. C'est combien cette année? C'est 300, la taxe de séjour 330 000. 330 000, ce qui est colossal. Pour un budget de 800 000 € à l'office touristique, un tiers est couvert par la taxe de séjour. Mais c'est comme ça. Vous mettez des chiffres sur un logiciel de la Caisse des dépôts, de la Caisse d'épargne, du Crédit Agricole, vous sortez des trucs, vous pouvez tirer n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi je suis très heureux du débat de ce soir. Parce que c'est la première fois qu'on a un débat financier et pas un débat comptable. Hein, et ici, on n'est pas là pour faire de la comptabilité. On est là pour faire de la finance. Ça veut dire qu'on cherche à se projeter dans l'avenir, on cherche à comprendre. Le Claude Emmanuel Duchemin l'a très très bien dit. Il y a 4 ans, on vient ici, on présente notre premier budget. Et qu'est-ce que nous disons? Nous disons, nous allons désendetter la commune, on l'a désendettée. Nous disons que nous allons maîtriser la fiscalité. On nous annonçait des débordements inouïs. Nous sommes à moitié des taux nationaux et nous sommes au taux de la ville de Gex, notre voisine, avec des charges qui sont plus lourdes que celles de Gex, en piscine, en équipement, en fleurissement, en tourisme, etc. Donc la gestion, on disait, jamais vous ne parviendrez à diminuer les dépenses de fonctionnement. Elles sont contraintes. Les dépenses courantes, moins 4,78%. Attention, là aussi, il faut faire de la finance et pas de la comptabilité. Parce que dans ces 4,78, il y a une part report. On a bloqué. Donc il faut regarder les choses précisément. Mais Jean-Christophe Place suit ça de très très près à la commission des finances. Mais il y a une part, il faut être honnête, il y a une part qui est une part report. Nous avons dit que nous maîtriserions notre fonctionnement. Et nous avons dit qu'en milieu de mandature, on l'avait prévu pour 2018, nous retrouverions une capacité d'investissement. Vous l'avez vu, on l'a retrouvé sur 2017, ça va s'amplifier, 2018, 2019 et 2020, où vous retrouvez une situation parfaitement saine. Voilà. Et je remercie Pierre Esminger, qui a une parfaite connaissance de cette question, qui a entendu peut-être plus longtemps que moi, dans cette enceinte ou dans les différents conseils municipaux, dire attention d'Yvonne, c'est catastrophique. Le produit des jeux, attention d'Yvonne, c'est catastrophique. Il y a une dépendance à la CFG. Attention d'Yvonne, c'est catastrophique. Un jour, vous serez obligé de construire comme des fous pour payer vos dettes. Voilà. J'ai même entendu Pierre Esminger m'expliquer ici qu'on avait souscrit un emprunt auprès de la Caisse des pharmaciens à 18% de taux d'intérêt. Voilà, 18%. À taux fixe. Et sans possibilité de remboursement. Sur la possibilité de remboursement, là, on pourrait discuter. On a des indemnités actuarielles qui sont élevées. On pourrait essayer de trouver une solution
pour lisser la dette et l'étaler dans le temps. Très clairement, ça ne nous rapporterait pas grand-chose. On aurait à payer des indemnités quand même, donc on a préféré pas le faire. Et je le redis, si on avait été contraint, ça aurait été quoi la contrainte? C'est qu'on puisse plus rembourser notre dette. Et je le redis, le 20 avril, elle est payée par le joueur. Mais quand vous allez dire ça à l'Association des maires de France, et quand vous allez expliquer, et Claude Emmanuel Wichmann a très bien dit, que le 20 avril, votre dette est payée, non pas par le contribuable, mais par des gens qui viennent jouer à Divonne pour payer votre dette, mais qu'on se taise au moins, même si on n'a pas compris le dossier, qu'on se taise au lieu de dire un certain nombre de contre-vérités qui n'ont absolument aucun sens. Voilà la réalité de Divonne. Je suis heureux qu'un spécialiste comme Pierre Espagé les rappelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Pardon. On peut revenir sur un point qui a été discuté par Alain Giraud. Je suis d'accord avec vous que pendant 27 ans, on a entendu les mêmes litanies sur le casino qui allait fermer, sur la Suisse qui allait avoir un taux de change tel que la Suisse viendrait plus en France. Néanmoins, dans nos réflexions, parce que quand on prépare un budget, on regarde un compte administratif, on est sur une période de 12 mois. Et dans nos réflexions, il faut quand même prendre en compte, par l'arrière de notre mémoire, sans forcément pénaliser l'exercice qui va venir ou les exercices qui suivent, pour la possibilité de risque. Elles sont éloignées, à mon avis, mais on ne sait jamais. La première, c'est justement, c'est les jeux. Parce que maintenant, on est dans un monde qui est gouverné par le numérique et par Internet. Et peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, j'en sais rien, les jeux ne se feront plus dans les casinos, ils se font sur le net, et les communes n'auront plus de prélèvements sur le produit des jeux. C'est un peu... c'est pas farfelu. On va voir dans les 10 ans qui viennent des choses à laquelle on n'est pas habitué, comme la voiture électrique qui va mettre en danger la voiture traditionnelle. Rappelez-vous le cas de Kodak, qui était le leader mondial du papier photogénique, qui est mort en 2 ans, pour des raisons purement technologiques. La deuxième, et là je parle un peu en regardant les 20-25 dernières années, on nous a toujours mis des bâtons dans les roues pour l'embouteillage, depuis le début. On avait signé en 1996 un contrat avec Vittel qui nous donnait, qui permettait, enfin, avec lequel on permettait, c'est un grand mot, enfin, Vittel prenait la responsabilité de l'embouteillage et de la commercialisation de notre eau, c'est la même qu'aujourd'hui, pour autant qu'elle ait un label au minéral dans les 4 ans. Et on nous a tellement savonné la planche, notre dossier s'est perdu 2 fois entre le ministère du Travail, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé. Tous les 4 ans, on n'avait toujours pas de label. Donc le contrat est tombé. Comme par hasard, on a eu le label 3 mois plus tard. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est presque à bout touchant. Mais je vous ai entendu l'autre jour énumérer encore tout un tas de tracasseries administratives, etc., qui ont pour résultat des retards supplémentaires. Et des retards supplémentaires, je ne sais pas, j'ai vu aucun contrat avec les investisseurs éventuels, mais est-ce qu'à cause de ces délais répétés, on risque de perdre ce contrat? Alors, pour répondre aux deux questions. Important. Le troisième, c'est la Suisse. Bon, la Suisse, c'est la Suisse. C'est, je ne vais pas dire que c'est indéfinissable, mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais peut-être qu'un jour, pour des raisons qui ne sont pas des raisons politiques, mais qui sont des raisons monétaires, des raisons de contrôle, des raisons qui dépasse les problèmes purement frontaliers de la Suisse et de la France, ce rapport sera détérioré en ce qui concerne nos intérêts. Regardez un exemple, le secret bancaire.
aucun commentaire, mais tout le monde en a entendu parler. C'était un article de la Constitution suisse. Il a été abandonné par les Suisses, sous la pression de qui? Les Américains, qui, par ailleurs, entre parenthèses, sont des États dans lesquels le secret bancaire est bien établi. Donc, je dis, n'oublions pas ce qui pourrait se passer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand nous travaillons sur le budget de soi. Oui. Alors, j'entends bien sur le produit des jeux, bien sûr. D'ailleurs, je voulais remercier un certain député d'une ancienne mandature, que je ne citerai pas, qui a permis, au moment du passage justement de Internet et enfin du nombre de produits des jeux en ligne, il ne faut pas oublier que dans notre produit des jeux, aujourd'hui, les communes qui ont un casino, grâce à cet amendement, reçoivent une partie du produit des jeux en ligne. Si ça n'avait pas été fait, on n'aurait pas cette partie-là. Donc il faut toujours être vigilant. D'ailleurs, je peux interpeller nos représentants actuels, car, je veux dire, sur notre territoire, on a besoin d'être représenté. Et je remarquerai aujourd'hui souvent l'absence des représentants à l'Assemblée nationale qui ne suivent pas assez notre territoire. C'est très important d'être impliqué sur notre territoire. Aujourd'hui, il y a un abandon de ce territoire. Et ça, c'est important sur le long terme. Je laisserai Étienne répondre aux deux autres. Oui, sur le premier point, l'amendement, il ouvrait la porte si jamais il y a un drame. Et l'idée, quand on l'a déposé, c'était ça, c'était de se dire si demain il y a une chute du produit local et qu'il y a une augmentation considérable du produit en ligne, il faut qu'on ait un pied dans la porte pour pouvoir expliquer à Bercy qu'il a l'essentiel des recettes en ligne et que les candidats, de manière à ce que soient levées toutes les hypothèques, notamment les hypothèques qui étaient posées par le Conseil d'État, et qui disaient c'est quand même extrêmement compliqué de vous rémunérer sur ces produits-là, parce que le joueur il n'est pas chez vous, le joueur il est dans le monde entier, le joueur il est dans toute la France. Et quand vous touchez du produit des jeux dans un casino, le joueur il vient chez vous, vous l'avez localisé territorialement. Et là le joueur, il vient d'où? On a réussi à faire passer l'amendement, ce qui laisse entendre, je réponds à Claude-Emmanuel Duchemin, que si demain il y avait une aggravation, s'il y avait un déséquilibre, augmentation des jeux en ligne par rapport aux jeux traditionnels, les questions juridiques sont réglées, on peut discuter avec Bercy une augmentation, une inversion. Sur le deuxième dossier, sur l'eau, mais bien sûr qu'il y aura des recours, ils vous ont été annoncés dans le journal. Vous avez aujourd'hui une espèce de construction intellectuelle qui laisse entendre que quand on creuse un trou dans un sol karstique, on peut assoiffer l'ensemble du pays de Gex. On a une collègue qui est maire d'un village au milieu du pays de Gex, qui explique à sa population, mais c'est dangereux, vous creusez un trou à Divonne-les-Bains, mais vous risquez d'assoiffer ma commune. Le ridicule, point de vue politique, le ridicule ne tue pas. C'est un peu le problème. Donc on va continuer, et on aimerait que ça, de temps en temps, on aimerait qu'il tue. Et il n'empêche qu'on va continuer, on aura des recours, on suit tout ça de manière très précise avec notre partenaire. Voilà, c'est là, on est dans un pays de droit. On est dans un pays de droit. Le troisième dossier, c'est sur la Suisse. Mais là aussi, moi, depuis des années, depuis 91, j'entends dire, mais la Suisse demain, ça ne sera plus la Suisse d'aujourd'hui. Le franc suisse va s'effondrer. Quand le secret bancaire va s'écrouler et que les échanges automatiques de fichiers seront là, vous allez voir, c'est l'effondrement de Genève, etc. Clairement, il y a des restructurations, on a l'économie et la force de la Suisse. Moi, je suis ça au titre des accords entre Auvergne-Rhône-Alpes et la Suisse, c'est que ce qu'ils ne font plus dans le domaine de la finance, ils le font sur les hautes technologies, sur la transformation numérique, sur l'aéronautique, sur les sciences du vivant, etc. Ils prennent de l'avance. Je rappelle que c'est le pays le plus innovant du monde. Numéro 1 mondial en termes de productivité. Exactement. Ça veut dire aussi, et pour moi c'est très important, qu'il ne faut pas se contenter de cette clientèle-là, cette clientèle de proximité. Et si nous faisons le choix de construire un nouvel établissement thermal, et si nous avons fait le choix d'investir des sommes importantes
pour obtenir une nouvelle indication? Et c'est pour répondre à cela. C'est que demain, il faut que Divonne retrouve un nombre de pièces idées. Alors, je ne vais pas vous dire le chiffre, parce que si je dis le chiffre, on va nous expliquer, le maire a annoncé 5, 10, 12, etc. Mais actuellement, je discute avec un certain nombre d'investisseurs qui sont intéressés par Divonne sur d'autres activités que le thermalisme. Mais ils vous disent, vous pouvez à Divonne-les-Bains, du fait de l'aéroport, du fait de la proximité de la Suisse, du fait de votre environnement, du fait de 2 gares TGV à proximité, mais vous pouvez développer une clientèle gigantesque. Et à ce moment-là, vous retrouvez ce qu'a été Divonne il y a un siècle, où vous avez une véritable activité saisonnière et où le produit des jeux, il dépendait de ça. Le produit des jeux, il était calé sur une saison thermale. Il n'était pas un produit à l'année, parce que les jeux traditionnels ne fonctionnaient essentiellement que pendant la période d'été. Et si nous développons ce projet thermal, c'est bien ça. Et je termine sur un point, parce que je pense que ça peut faire accord avec votre liste à vous, qui voulait épargner, parce que j'ai suivi de près vos engagements électoraux, qui voulait épargner le drame d'une fuite en avant dans la construction pour le développement de Divonne. Je pense qu'un des meilleurs moyens de lutter contre ça, c'est de développer le tourisme. Parce qu'à mon avis, le concept d'une ville touristique, il est incompatible avec une ville de béton. Incompatible. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est une bonne politique. Une politique d'urbanisme qui restreint les espaces, un PLU qui contraint terriblement sur les constructions, la vigilance du président de la commission, décidément, M. Mustin, mais j'y crois beaucoup, la vigilance de la commission urbanisme, et le dernier point, les contre-feux. Et les contre-feux, c'est le développement de l'agriculture, qu'il ne faut surtout pas abandonner, et là on a des inquiétudes, et le développement d'une activité thermale qui permet de garder cette identité de nature à Divonne. Là, vous prêchez à convertir. Ouais, oui. Si je peux me permettre juste d'ajouter un point, il ne faut pas oublier que tout le travail qui est fait au sein de la communauté de communes, Étienne vient de l'évoquer, en particulier sur le PLUIH, sur cet engagement qui est pris vis-à-vis de tout le territoire pour structurer demain la politique de notre pays qui est frontalier. Aussi, de l'autre côté, le travail important qui est fait au niveau du pôle métropolitain, qui demain nous permettra de travailler sur un vrai projet de territoire interfrontalier. Je veux dire, on est lié à cette métropole. Qu'on le veuille ou pas, on est lié à cette métropole. Et tout ce travail-là, c'est ça qui nous permettra de continuer sur les années à venir, à travailler ensemble et à faire fructifier tout notre territoire. Et Divonne, c'est un des moteurs. Et ça continuera à l'être. Très bien. Pas d'autres observations C'est une sur les remarque très intéressante de la part de M. Duchemin. Moi, j'en appelle aux élus communautaires, je ne fais pas partie, mais pour s'impliquer à ce niveau-là. Et quand j'entends Emmanuel Duchemin saluer la mise en place du PLUIH, le pôle métropolitain, c'est un risque colossal pour Divonne. Et c'est un risque qu'on n'évoque pas, que Pierre Lestringer n'a pas listé. Quelle tête aura Divonne dans 10 ans si on doit construire 80% de logements sociaux sur la commune? Quelle tête aura la commune si on doit appliquer la loi SRU, si on rentre dans le pôle métropolitain et qu'on doit rattraper notre retard sur les logements sociaux? Comment ça va se passer? Comment financièrement on va pouvoir équilibrer ces charges-là? Moi je veux bien que les élus disent la communauté de communes c'est très bien, c'est super. Aujourd'hui la réalité de la communauté de communes c'est de dire que Divonne devrait appliquer la loi SRU, qu'on est en retard sur les logements sociaux et pourtant on y travaille, et qu'on devra appliquer sur les 10 prochaines années 80% de construction de logements sociaux. Là il y a un risque, parce que les recettes de la commune ne seront pas les mêmes. Je rappelle qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui fiscalement ne sont pas tout à fait les mêmes si on doit basculer sur ce type de construction. Donc on doit bien sûr aller dans le sens de la construction de logements sociaux, c'est un point important, mais attention à l'engagement de la commune par rapport au reste de la communauté de communes et à nos voisins. On peut se faire plaisir et dire Grilly ça se passe pas bien, Gex ils sont pas terribles. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis c'est qu'on doit travailler avec tout le monde et aussi faire comprendre la différence de Divonne qui est une ville touristique
une ville qui a peu de transports en commun comparé à d'autres agglomérations telles que Ferney ou Saint-Genis, et qui n'a pas nécessairement vocation à accueillir tous les logements sociaux qu'on peut construire sur le Pays de Gex. Alors oui, on doit construire une part de logements sociaux, c'est important pour l'activité d'Yvonnais, c'est important pour l'activité du Pays de Gex, mais avec mesure et là encore avec équilibre par rapport aux infrastructures. Si on construit des logements sociaux là où on n'a pas de transport en commun, là où on n'a pas d'activité économique, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qu'on loge sur Divonne? Peut-être un mot de... Très évidemment, tout ça nous éloigne du compte administratif, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Plus impactant sur les comptes de la commune pour les années à venir que la comparaison avec le Jura. C'est ce que je veux dire, c'est très très important. Ce que vous dites est très important. Et c'est sans doute la première fois dans cette mandature qu'on a un débat sur un compte administratif et sur des questions autres que comptables. Et c'est pas vrai, vous félicitez tous les ans du débat qu'on peut avoir. Ah non, non. C'était un peu plus tendu ces derniers mois, mais enfin, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, le débat sur les comptes, c'est la première fois qu'on a un débat de ce niveau. Et je remercie Pierre Resmager de l'avoir porté au bon niveau. Alors, Vincent Scatolin. Oui, enfin, moi je pense qu'on peut faire tous les procès qu'on veut à la communauté de communes. Aujourd'hui, très clairement, il y a un sujet à la communauté de communes, c'est de réinventer le fonctionnement entre la communauté et les communes. Je crois que c'est un sujet qui s'est un peu perdu ces dernières années et les travaux qui sont en cours vont permettre d'y répondre. C'était le contexte global. Sur un autre sujet, vous mettez en avant uniquement les points qui ne sont pas pris et qui risquent de représenter un danger pour Divonne dans le cadre du PLU intercommunal. Mais l'affirmation de Divonne comme ville touristique et thermale, l'affirmation de Divonne qui ne doit construire que 800 logements dans les prochaines années entre 2020 et 2030, voire moins, ça vous ne le mettez pas en avance. Et c'est regrettable parce que je crois que l'affirmation de Divonne comme ville touristique, comme ville thermale, comme ville verte, il est écrit aujourd'hui dans le PLU intercommunal. Alors oui, il y a un sujet. Il y a un sujet sur les logements sociaux. Très clairement, en 90, lorsqu'Étienne Blanc a été élu, il y avait 4% de logements sociaux. Aujourd'hui, on est aux alentours de 14-15%, 13%, ça dépend des chiffres. Et très clairement, dans le cadre du prochain programme local de l'État, on devra continuer à montrer notre dynamique pour la réalisation de logements sociaux. Ça ne nous a pas échappé. On est passé de 20% d'obligations de logements sociaux il y a une dizaine d'années, à 25% à un moment, et à 30% aujourd'hui. À 30% en nombre et en surface. Parce qu'on s'est rendu compte que le rythme de production de logements sociaux ne nous permettait pas de rattraper notre retard. Donc très clairement, dans les simulations qui sont faites, si on doit atteindre 25% de logements sociaux d'ici à 2030, on devra construire 80% de logements sociaux sur les 800 logements qui sont prévus. Très clairement, c'est un sujet qui n'est pas tenable. C'est pas tenable parce qu'on ne peut pas imposer 80% de logements sociaux à toutes les opérations, parce que les opérations ne sortiront pas, tout bonnement. Par contre, on doit, à mon avis, montrer qu'on continue à avoir notre effort et notre dynamique. Et c'est tout ce qu'on travaille aujourd'hui, à la fois dans le cadre du PLU de Divonne, mais également dans le cadre du PLU intercommunal. Et c'est de dire qu'il faut qu'on ait 30 ou 40% de logements sociaux en nombre en surface sur les opérations supérieures à un nombre de logements, qu'il faut qu'on ait sur des terrains qui nous appartiennent, notamment 100% de logements sociaux, qu'on évite de concentrer les logements sociaux tous à un même endroit, mais surtout qu'on fasse des logements sociaux qui soient adaptés aux besoins et à la demande. On peut dire, on peut faire que des studios, on arrivera facilement à avoir nos logements sociaux. C'est un débat qu'on a même eu en commission. Je pense que ça serait ne pas répondre aux besoins et à la demande. Et je pense qu'il y a ce travail qu'on doit faire conjointement avec Sandrine Stéphane sur les catégories de logements, sur le type de logement, la taille des logements, mais également sur la catégorie. On peut bien faire 100% de PLS dans une opération, et le PLS, ça ne correspond pas à notre demande, donc on ne logera personne. On ne logera pas les gens qui vont venir travailler sur le quartier de la gare. On estime qu'il y a 150 ou 200 emplois qui seront créés à terme. On ne logera pas les gens qui vont travailler au terme et dans les nouveaux termes au regard du développement de l'activité de la rhumatologie, etc. Donc oui, il y a nécessité de faire des logements sociaux, oui, on est en retard, mais on veut s'inscrire dans une dynamique qui montre qu'on est en train de rattraper notre retard. Le pire serait de ne rien faire. Pourquoi? Parce que demain, ou après-demain, les règles de calcul du nombre de logements sociaux vont changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'aire urbaine d'Annemasse, donc on n'est pas soumis à l'action du préfet ou on n'est pas soumis à la taxe. Un éventuel passage en communauté d'agglomération de la communauté de communes du Pays de Gex ne changerait pas forcément la donne.
Et par contre, en 2025, 2030, on sera à un moment sur le même plan comptable que toutes les communes du pays de Gex qui dépassent 3500 habitants. Et ça ne serait pas notre responsabilité politique de laisser une commune en 2020 à nos successeurs avec un problème à régler sur le logement social et avec une taxe qui pourrait arriver. Et pire encore, avec un préfet qui nous dirait mais quand il y a un terrain qui se vend, c'est plus un promoteur qui achète, mais c'est vous, la commune, qui achetez pour le mettre à disposition d'un bailleur social. Et construire des logements sociaux à un endroit où on ne souhaiterait pas qu'il y en ait. Vous avez tout à fait raison quand vous dites aujourd'hui qu'il y a des logements sociaux qui se développent, qui ne sont pas forcément à proximité des transports publics, qui ne sont pas forcément à proximité des études. Et je pense que ça a des choses qui sont des projets qui seront développés de cette nature, chez nous et ailleurs, et je pense qu'on se rend compte aujourd'hui que c'était pas la localisation la plus adaptée. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur le logement social, en construire en nombre suffisant, en construire un rythme aussi qui est un rythme rapide, soutenu, pour répondre aux besoins. Je crois que c'est 1200 logements aujourd'hui qui sont comptabilisés, environ 1000 demandes qui sont comptabilisées sur notre secteur nord du pays de Gex, et continuer à appliquer la théorie, appliquer ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire avoir des projets sur les terrains communaux qui sont 100% de logements sociaux, augmenter le pourcentage de logements sociaux sur les opérations privées, et puis avoir des petites opérations un peu disséminées sur l'ensemble du territoire pour éviter qu'on se retrouve à recréer demain des secteurs sur lesquels on va avoir 100, 150, 200 ou 250 logements sociaux avec les difficultés qu'on peut connaître dans la gestion des logements sociaux. Et il y a un autre sujet, moi j'espère que les nouveaux dispositifs réglementaires qui sont aujourd'hui dans la loi Elan vont nous permettre de travailler sur le parcours résidentiel. Je trouve que la loi Elan va pas assez loin dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait anormal que des gens qui sont dans un logement social, qui demain n'ont pas à y être, enfin, qui aujourd'hui y sont, qui demain vont travailler en Suisse, qui ont des revenus qui dépassent les plafonds pour être dans le logement social, on ne puisse pas les sortir. Ils vont payer un surloyer. Et quand vous doublez votre salaire et que vous avez un surloyer qui est 250 € supplémentaires, vous n'allez pas partir pour conserver votre logement social. Et le logement social à la base, il a été créé pour faciliter le parcours résidentiel. Historiquement, c'était pour faire partir les gens de chez leurs parents, pour qu'ils puissent devenir indépendants, constituer une épargne, et acheter un appartement ou une maison et devenir autonome. Aujourd'hui, ça s'est totalement perdu, cette idée du parcours résidentiel. Quand je parle comme ça, j'ai des fois même l'impression d'être un peu daté dans ma réflexion. Mais je crois que, et c'est ce que je regrette, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec la députée de notre circonscription qui ne comprend pas cet élément-là, et qui ne portera pas d'amendement au niveau de la loi Elan sur ce sujet-là, c'est de dire aujourd'hui il faut impérativement, sur notre périmètre, porter cette notion du parcours résidentiel, aider les collectivités, aider les bailleurs sociaux à sortir les gens du logement social qui n'ont plus rien à faire dans le logement social, nous aider à développer du logement intermédiaire, du logement abordable, pour que des ménages qui ont des revenus plus importants que ceux du logement social, pas forcément des revenus suisses, puissent accéder à la propriété. Et ça, nous n'avons pas de réponse aujourd'hui, c'est un problème. Parce que ça nous oblige à construire des logements sociaux en nombre pour répondre à une demande qui est tous les jours de plus en plus importante. Alors justement, Vincent, si je peux permettre, si on est tenu de construire un nombre fixe de logements sociaux important, comme par ailleurs, dans le cadre du PAD, on a mis des limites à la totalité des mètres carrés qu'on permet de construire chaque année. Cette augmentation des logements sociaux va se faire en termes de totalité de logements et de mètres carrés construits et constructibles, au dépend de qui? Au dépend de quelle catégorie de logement, d'habitat? Ça va se faire au dépend du logement privé. Pardon? Au dépend du logement privé. Parce que par exemple, sur une opération de 10 logements, vous allez avoir 4 logements ou 5 logements qui vont être des logements sociaux, 3, tout dépend du taux qui sera appliqué, et le reste sera du logement privé. Il n'empêche Je que... n'ai pas compris votre question, Pierre. Allez-y, c'est au détriment des logements privés, puisque vous avez un stock et le bilan en affecté tant au logement social. Donc, ouais, il y a une inflexion que l'on a eue longtemps. Et c'est une inflexion sur les réserves foncières de la commune.
il faut qu'on reprenne une réflexion sur ce sujet-là. La particularité de Divonne, c'est de ne pas avoir concentré le logement social. Le risque pour Divonne, c'est qu'à un moment, le préfet dise « Moi, je dézone, il a le droit de le faire. Il peut dézoner une zone agricole et il peut décider de faire 400 logements au même endroit. » Donc, je pense que la prévention sur ce domaine-là, elle est d'abord, mais ça a été très bien dit, de suivre de très très près, dès qu'on peut faire des logements sociaux, de le faire en assurant cette mixité. Et la deuxième chose, c'est de faire des opérations à 100% logements sociaux, mais qui ne soient pas des opérations de 300-400 logements ou de 200 logements. C'est-à-dire de constituer des réserves sur de petites parcelles où l'on peut faire des opérations de 30 ou 40 logements. J'ai regardé ce qu'il en était, et imaginons que nous passions en communauté d'agglomération. À ce moment-là, on s'expose à ces 25% avec les réserves que disait Vincent. Nous avons à ce moment-là la possibilité de discuter avec le préfet d'un rythme de construction. C'est pour ça qu'on a les réserves foncières. Et il faut vraiment travailler sur ce sujet-là. Pour être clair, au lieu d'avoir une opération de 200, 10 opérations de 20, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Mais pour ça, il faut avoir 10 parcelles sur lesquelles on peut faire 20. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Je reviens sur un dernier point dans ce contexte-là. Je reviens sur la lettre qui a été envoyée au Divonnet il y a, je sais pas, en septembre dernier, qui faisait une augmentation des prix. Et il est dit, je cite, « Nous avons choisi d'investir dans des projets structurants qui garantiront l'avenir de notre commune, en permettant par un développement du tourisme de ne pas devenir une banlieue dortoir du Grand Genève. » Je ne pense pas que la seule promotion du tourisme nous empêche de devenir une banlieue dortoir. Je crois que éviter en réaliser tout ce dont on a pu parler ce soir et éviter de devenir une banlieue dortoir, il faut arrêter de construire des dortoirs. Et dans cette catégorie, je ne mets pas les logements sociaux. Je voulais répondre à quelques interrogations de Vincent Cézolin, puisque je n'ai pas du tout énuméré tous les points négatifs du PLD ou du PLUIH. Moi, j'interpelle les élus communautaires autour de cette table pour qu'ils interviennent au niveau de la communauté de communes, qu'ils arrivent à convaincre les particularités de Divonne, et vous aussi, monsieur le maire, je pense que c'est important que vous fassiez ce travail. Je rappelle dans les points négatifs que j'ai pas énumérés, et c'était bien la preuve que j'avais oublié, pas que j'en avais oublié, mais que j'avais pas fait une liste complète, que l'usine d'embouteillage ne fait plus partie du PLD et du PLUIH. Ce qui est pour moi un point majeur et une volonté particulière de la communauté de communes par rapport à des projets économiques sur le territoire. Ce qu'il ne faut pas, c'est que Divonne devienne le village gaulois au milieu de la communauté de communes et du pays de Gex, avec de l'autre côté la Suisse, et ça serait un peu plus compliqué. Tous les aspects techniques des dossiers du logement social, je crois que je les connais, on peut toujours avancer là-dessus. Sandrine Stéphane est bien sûr la bienvenue en commission urbaniste pour qu'on travaille sur la construction de logements sociaux, la volonté on doit la prouver. Il y a aussi un travail à faire sur le parc immobilier de la commune, des logements communaux, qui aujourd'hui ne sont pas reconnus en logements sociaux, qui sont pourtant destinés à des employés communaux qui sont dans les critères d'accessibilité aux logements sociaux, et sur lesquels on devrait aussi pouvoir travailler pour les faire rentrer dans le quota de logements sociaux. C'est aussi une façon de progresser sur ce terrain-là, tout en ayant des logements qui soient efficaces et utiles pour les employés de la commune. Ça fait partie d'un certain nombre de pistes de réflexion qu'on essaie d'ouvrir également. Là encore, c'est un problème de méthode. Les solutions, on en trouvera des solutions pour le logement social. On sait que si on doit arriver aux 25% de logements sociaux, il faudra en construire. On sait qu'on pourra discuter, parce qu'il y a des communes qui sont dans des situations aussi beaucoup plus compliquées que celle de Divonne. Ce qu'il faut, c'est que le travail se fasse en collaboration avec la communauté de communes, avec la mise en place de moyens pour accompagner ce développement de logements sociaux. Je parle de lignes de transport public, je parle aussi du soutien de l'activité économique. On ne peut pas d'un côté dire qu'il faut que Divonne fasse 80% de logements sociaux et dire l'activité économique, par exemple, l'usine d'embouteillage, on n'en veut pas. C'est pas cohérent. Donc il faut qu'on arrive à être cohérent aussi sur le développement du volet économique à Divonne. C'est le tourisme, c'est le thermalisme, c'est aussi l'embouteillage, c'est un certain nombre d'autres activités économiques, mais aussi c'est du transport en commun, d'avoir une ville accessible depuis Genève, depuis les autres agglomérations, des autres pôles de la communauté de communes, qu'on puisse avancer aussi sur ce terrain-là. Je crois qu'on est tous d'accord sur
Je crois qu'on est tous d'accord, mais je fais une fois de plus un appel aux conseillers communautaires et à vous, monsieur le maire, pour que ce travail se fasse avec la communauté de communes et pas contre. Aujourd'hui, on est trop souvent contre Divonne et contre la communauté de communes. Je crois pas qu'on puisse dire ça. Ou la communauté de communes contre Divonne, enfin ça, c'est pas parfaitement évident. Non, mais nous on aime tout le monde. Monsieur Augustin, on a beaucoup d'affection pour la communauté de communes. Le problème, c'est que de temps en temps, elle ne nous le rend pas. Et pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi. On est sans doute la seule commune, peut-être pas la seule, mais on est une commune qui a affirmé une vraie stratégie et on s'y tient depuis longtemps. Je ne le dis pas pour les mandatures dont j'ai eu la responsabilité, mais c'était la stratégie Jean Pro. Historiquement, ce positionnement de ville touristique, ça a généré une identité très particulière. Je ne dis pas que cette identité elle est contestée, je ne dis pas qu'elle est jalousée, mais quand vous raisonnez par comparaison, ça nous pose un problème. On est considéré comme la commune riche, comme la commune protégée, comme la commune qui a su protéger son environnement, son eau, etc. Et sur un certain nombre de votes, ça nous pose un problème. Moi, je pense qu'il ne faut pas changer de stratégie. Il faut avoir un plan d'urbanisme très rigoureux pour garder les biotopes, tout ce que nous avons fait, la mention des vertes, la trame verte bleue. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est plus de 20 ans de travail pour protéger ça. Avec des discussions avec la Suisse, avec des discussions avec la Bréale, avec des discussions avec la communauté de communes, avec des cabinets d'études, etc. C'est ce qui nous a permis de résister. C'est ce qui nous a notamment permis de supprimer. Quand je parle de suppression sur 400 hectares, ce sont ces stratégies-là qui nous appellent. Il y a une ligne. Et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'autres collectivités qui n'ont pas eu cette ligne. Ils ont été un peu au gré. Il y a une commune qui a une ligne, c'est Saint-Genis-Pouilly. Ils veulent être capitale du pays, ils veulent avoir un maximum d'habitants, ils veulent construire un maximum de logements. Là, il y a de la cohérence. Là, je ne crois pas qu'il y ait de la cohérence partout. Et ça nous pose un certain nombre de problèmes. Voilà, on peut peut-être en rester là. Moi, je voudrais juste ajouter un point, mais un point un peu politique sur la communauté de communes, sur cet échelon en particulier dans le millefeuille administratif français. Le problème qu'on a avec la communauté de communes, c'est que les élus ne sont pas élus directement portés sur un projet politique. Et c'est un peu ça le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'ils soient élus comme dans les communes, comme au département, c'est-à-dire sur un projet qui soit mûri, réfléchi, qui porte des élus de tout le territoire et qui soit présenté à l'ensemble des habitants du Pays de Gex. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est quand on voit aujourd'hui ce qui est fait, les politiques, elles se montent en fait au gré des opportunités, des événements. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer. Il faut que nos politiques changent et qu'effectivement, si les communautés de communes sont amenées à perdurer dans le futur, il faut vraiment que les élus soient élus directement basés sur un projet comme pour le départemental ou le régional. J'ai juste une petite observation politique. C'est que votre proposition, elle a un désavantage. C'est que si on la suit, les communes disparaissent. C'est-à-dire que le suffrage universel direct pour les communautés de communes, mécaniquement, ça entraîne la disparition de la commune, parce qu'elles recouvrent le périmètre communal et elles n'ont pas à la loi des compétences importantes. Alors, fort heureusement, votre proposition politique, elle a peu de chances d'aboutir tant que nous aurons le Sénat. Parce qu'un sénateur, c'est élu par les maires. Et que la crainte du sénateur, c'est la disparition des maires. C'est la raison pour laquelle toutes les velléités d'élection des intercommunalités au suffrage universel se sont noyées dans le conservatisme sénatorial. Alors, mon propos là-dessus, c'est pas de faire disparaître les communes. Je pense qu'on a besoin d'avoir justement des représentants qui soient sur le territoire. Les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui, elles se font dans les conseils municipaux. Le maire qui est, on va dire, en proximité de ses habitants, si on est à la communauté de communes aujourd'hui, demander à l'ensemble des Gessiens qui est le président de la communauté de communes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une proximité, et donc il ne disparaîtra pas.
Et c'est pas une attaque personnelle, je pense que c'est dans toutes les communautés de communes. Aujourd'hui, il faut avoir un échelon de proximité. Et la commune, elle doit rester. Maintenant, c'est ce que je disais, si les communautés de communes sont amenées à persévérer, effectivement, il faut qu'elles soient élues sur un projet et une certaine vision d'un territoire. Voilà. C'est ça mon... Je partage tout à fait ton avis, Jean-Christophe, sur la représentation au sein des intercommunalités. Il y a un premier pas qui a été fait aux dernières élections avec un fléchage. Sur chacune des listes, il y avait des noms qui étaient fléchés pour aller au conseil communautaire. C'est ça, en fait, il n'y a pas de projet. On est d'accord. C'est-à-dire que derrière, il y a quelques idées par commune sur quel message porter l'intercommunalité. Il n'y a pas une liste qui se préfigure sur l'intercommunalité pour dire voilà ce qui pourra se faire demain. Ça, c'est un état de fait. Je rejoins ce qu'a dit Étienne Blanc. Aujourd'hui, il y aura peu de chances que les dispositifs évoluent pour faire élire au suffrage universel direct des représentants à l'intercommunalité. Par contre, ce qui a été fait, c'est aussi que l'ensemble des commissions a été ouvert aux conseillers municipaux. Et du coup, de manière à élargir le champ des travaux qui sont menés au sein des commissions de la communauté de communes à l'ensemble du conseil municipal pour justement couvrir et avoir une meilleure représentativité. Le problème, c'est qu'il y a peu d'élus qui se rendent aux commissions et qui représentent les communes aux commissions. Elles sont relativement restreintes. Et je prends le cas de la commission économie, où Véronique va régulièrement, mais ils sont 3 membres présents au niveau de la commission économie. Donc ça pose un problème de dynamique aussi et d'investissement des élus municipaux pour participer à l'ensemble de ces travaux. Mais je pense que ce point est tout à fait lié, c'est qu'effectivement, étant donné qu'il n'y a pas un projet, une vision politique portée par un leader, à un moment donné, on arrive à aboutir à effectivement avoir peu de représentation. Parce qu'il faut arriver à avoir un message, avoir une vision du territoire, portée fortement par un leader, et à partir de là, effectivement, on peut engager une dynamique et des gens qui iront à la communauté de communes. Et c'est ça mon propos aujourd'hui, c'est ce qui manque, c'est cette dynamique, cette vision, mais Jean-Christophe, pour le à l'intérieur, une communauté de communes, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait de la gouvernance, il y ait une incarnation de la gouvernance. Il faut qu'il y ait un projet sur lequel l'exécutif se mette d'accord et que l'exécutif se tienne à ce projet. Et surtout, il faut que dès le départ, il y ait une relation entre les communes et l'intercommunalité qui soit claire. Aujourd'hui, pour moi, l'intercommunalité ne doit pas prendre la place des communes, mais elle doit accompagner le développement des communes sur une partie des projets touristiques, des projets d'investissement, mais elle doit aussi répondre à de la proximité, parce qu'elle a des compétences qui font aujourd'hui la vie du citoyen, la question de l'eau, de l'assainissement, la question de la petite enfance, la question du traitement des ordures ménagères, demain la question du transport. Et je tiens à dire que tout à l'heure Bertrand Augustin disait le transport ça se développe pas, mais le fait que la communauté de communes qui a pris la compétence transport depuis janvier va pouvoir développer de nouvelles lignes et va normalement offrir un service supplémentaire également à Divonne dès la fin de cette année. Donc il y a aussi une action qui doit se porter auprès des citoyens. Donc en fait les communautés de communes elles sont sur double niveau. C'est d'avoir d'une part des contacts directs avec les populations, les citoyens, parce qu'elles portent des compétences qui les touchent, et de l'autre côté d'accompagner les communes, d'accompagner les intercommunalités ou les groupes de communes dans des projets qu'elles peuvent porter et qui font du sens à l'échelle de l'intercommunalité. Et c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à l'expression de ce rapport entre communes et communautés de communes. Alors, moi, je ne discute pas tout à fait les compétences, je pense qu'effectivement elles sont au bon niveau. Mais typiquement, si on parle du transport, j'aimerais avoir une vision de plusieurs listes sur quel est le transport sur le pays de Gex en 2025, en 2025, 2030, avoir plusieurs projets et qu'on puisse en discuter à l'échelon. Jean-Christophe, tu fais partie de la commission aménagement et transport de la communauté de communes. Ces sujets ont été présentés à de nombreuses reprises. Il y a des discussions qui ont été menées au sein de cette commission avec les coûts que ça représente, avec la question des arrêts, avec le développement des faits plus airs, avec tout ce qui touche à la thématique de la mobilité. Et ce travail, il a été fait, alors on pourra refaire une présentation ici sans difficulté, mais c'est des thèmes et des thématiques qui ont déjà été abordés à plusieurs reprises. Très bien, merci, pardon. C'est bon. On va rester là, on va peut-être revenir au compte administratif, non? Vous vouliez dire quelque chose? Simplement pour juste travailler sur ce point-là, la communauté de communes devrait avoir aussi l'implication des élus, et c'est compliqué quand les réunions sont organisées un jeudi après-midi à 16h, par exemple, sur un certain nombre de groupes de travail sur l'urbanisme.
C'est pas comme ça qu'on peut effectivement toucher des élus qui ne sont pas professionnels. Donc ceux qui se déplacent sont ceux qui ont un intérêt sur la thématique en particulier, et donc certaines communes en particulier. C'est pas très démocratique, c'est ce que vous voulez dire. Décidément, la démocratie est la plomberie. Ah, on parle de démocratie en France, vous n'arrêtez pas de souligner que le système français est un peu à bout de souffle après des années au cours desquelles vous avez siégé à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, on est sans doute au bout d'un système, il faut en inventer un autre. Mais bien d'accord, c'est pour ça que je l'ai quitté. Voilà, est-ce qu'il y a, on peut peut-être revenir au compte administratif, on s'est assez exprimé sur ce sujet, on s'est d'ailleurs même un peu éloigné, mais comme vous pensiez que la démocratie à Divonne était malade, je pense qu'on l'a hissé à un niveau intéressant, M. Augustin. Est-ce qu'on peut passer au vote? Pour revenir sur ce point-là, M. le maire, oui. Clarifier, je ne sais pas de quoi vous parlez depuis le début, mais si vous trouvez que vous avez une opposition, ce que vous avez dit à quelques occasions, qui n'est pas à la hauteur. Ce soir, vous avez été à la hauteur. Non, mais alors moi, j'ai aucun ego là-dessus, il n'y a pas de problème. C'était très bien, très beau débat. Je fais ce que je peux, du mieux que je peux. Mais si c'est le cas et que vous ne souhaitez plus avoir d'échanges au conseil municipal, ce qui semblait être le cas au cours des dernières séances, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à faire de la démocratie directe, à rencontrer les citoyens au cours de réunions de quartier, de réunions publiques, et puis de venir avec votre politique et d'échanger là-dessus. Et moi, je reçois entre 600 et 800 personnes par an à mon bureau. Non, mais dans votre bureau, c'est une chose, c'est ceux qui ont quelque chose à vous demander qui viennent dans votre bureau. Pas forcément. Faites de la démocratie dans les assemblées. Puis vous voyez, par exemple, je vais à des conseils, à des associations, etc. Non, je rencontre beaucoup les Divonnais. Allez, on va en revenir au vote. Moi, j'ai un problème, c'est que je ne peux pas voter, donc je suis obligé de quitter la salle. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe les points, presque les différents points, vous vous exprimez, et puis ensuite vous voterez séparément. On est d'accord? Alors, sur le 13, le budget annexe du centre culturel, est-ce qu'il y a des observations? Oui? Peut-être d'un point de vue global, est-ce que vous avez des observations sur tous les budgets, sur le compte administratif, sur tout le reste? Attendez, le compte administratif, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, je vous propose de passer au compte administratif suivant, c'est celui du centre culturel. Non, ils ont les votes globalement. Et puis après, vous les voterez globalement, mais je sortirai. Parce que si je peux rentrer et sortir, ça vous fait plaisir. Donc, vous pouvez m'imposer ça. Ça fait un peu votre vie, mais je peux le faire. Donc, alors, on passe au 13 et on est à cette fois sur la culture. Est-ce qu'il y a des observations sur la culture? Pas d'observation. On va passer au suivant, qui est le 14, c'est sur les baux commerciaux. Les baux commerciaux, est-ce qu'il y a des observations? Des observations sur les baux? Sur... Pardon. Non. Ah là, moi je vous agresse pas, non, mais... Ah non, pas du tout. Alors, moi, non, monsieur Giraud entendu. Ah, pas du tout agressé. Non. Alors, on reprend, vous voulez qu'on reprenne à zéro? Non. Alors, moi, ce que je vous propose, monsieur Giraud, c'est de vous exprimer sur le compte administratif du centre culturel et d'animation. Si vous voulez, pour bien comprendre, sur le 12, qui était le compte administratif de la ville, je me retirerai pour que vous votiez. Voilà. Mais on va faire pareil sur le 13. Donc, on les passe tous, puis après, vous votez séparément. Ok. On est d'accord? Alors, sur le 13, j'en reviens au 13, c'est le centre culturel. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Sur le 14, qui sont les baux commerciaux et les concessions. Pas de question. Sur le 15, les bois et les forêts. Pareil, sur le 16, c'est le quartier de la gare. Pareil, sur le 17, c'est les activités de loisirs équestres, le golf de l'hippodrome. Pas de question. Sur le 18, nous sommes sur la piscine et sur la plage. Sur le 19, nous sommes sur l'eau minérale. Et sur le 20, c'est le vote du compte administratif consolidé. Pas de question? Ben, je te laisse penser. Bien. Donc, je vous propose donc de passer au vote. Donc, on va commencer par le point numéro 12, sur le budget principal de la commune, le compte administratif 2017. Y a-t-il des voix contre? Donc, 2, 3, il y a des procurations? Une, donc 4. Okay, y a-t-il des abstentions? Ok, le compte administratif est approuvé. Le point numéro 13, donc le compte administratif du budget annexe du centre culturel et d'animation. Y a-t-il des voix contre? Et même vote. 4, des abstentions?
Ok, merci. Pour le point numéro 15, budget annexe des bois et forêts, y a-t-il des voix contre? Donc toujours... Ah, mais je voulais passer en... Bah, on a commencé, je le finis. Voilà, donc sur le 15, 4 voix contre, y a-t-il des abstentions? Merci. Sur le 16, sur l'aménagement du quartier de la gare, les voix contre, toujours 4. Ok. Pas d'abstention, des abstentions non. Ok. Sur le 17, les activités de loisirs équestres et golf de l'hippodrome, des voix contre les mêmes. Oui. Ok, pas des abstentions. Merci. Sur le 18, budget annexe piscine plage, donc des voix contre, les mêmes. Des abstentions. Ok, merci. Sur le 19, l'eau minérale, donc des voix contre, oui, les mêmes. Des abstentions, non. Ok. Sur donc le 20, qui est le vote du compte administratif 2017 consolidé, des voix contre, oui, donc 4. Pas d'abstention, non. Voilà. Ok. Donc tous les votes du compte administratif ont été validés. Après, donc, je peux faire revenir le maire et nous passerons très rapidement entre le point 21 et le point ça doit être 28 à l'affectation de la commune. Et là, je vous propose aux affectations donc des résultats. Si vous êtes gré, on peut voter tous ces points de la même façon. Ça vous va? Très bien. Donc pendant que le maire revient, on est l'affectation du résultat, c'est simplement donc ce que l'on a eu comme résultat au niveau du compte administratif, c'est de le réaffecter sur le budget, sur le de 2018. D'accord? Voilà. Donc je vais soumettre au vote donc du point numéro 21 au point numéro 28 inclus. Donc les affectations des résultats du compte du budget principal et des budgets annexes. Donc qui vote contre? Ok, donc 4 votes contre. Qui s'abstient? Ok, merci. Donc les affectations ont été effectuées. On peut passer au point numéro 29. Qui est retiré. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie de vos interventions.